archivage seulement, vous voyez, voilà, vous voyez, c'est nous, voilà, vous voyez, on est là. Vous voyez là, venez voir. Alors, c'est pas de la très bonne qualité, mais le son est bon, vous voyez, on va tout entendre, là, attendez, regardez, je vous montre. Voilà, vous voyez, là, c'est vous, par exemple. Très bien. Attendez. Du Voilà, vous moment que voyez, j'ai une copie, c'est parfait pour moi. ah oui, je vous fais une copie, il n'y a pas de problème. Donc, comme ça, vous aurez une copie à la fois vidéo et audio de l'interview. D'accord. Ça vous va? C'est Attendez, parfait. on va se mettre là-bas. Je demande toujours la permission aux gens, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas les Ah, possible. ouais. Mais en général, les gens acceptent parce que J'ai pas c'est à filmé. l'usage. Ça te dérange, vous êtes chez vous. Alors voilà, le micro, on va le mettre là. On va se mettre en face. Voilà. Donc c'est sur les couples mixtes, c'est ça? En gros, j'ai reçu Le fax. le fax, oui. Ah, excusez-moi, j'ai posé ça. Ah, c'est pas grave. Voilà, attendez, je vais régler ça. Je vais le mettre là-bas, Viviane, du papier. Mets-toi avec nous. Alors, le pote là, voilà, est-ce qu'on va vous appeler Jacqueline, c'est ça? Hein? Bon, moi c'est Stéphane, et Viviane, c'est Jacqueline. Voilà. Enchantée. Vous êtes originaire d'où? Zahir. Zaïre. Vous êtes né au Zaïre ou en Non, France? je suis née en France. En France. Ah, Mais j'ai vécu très longtemps. Oui. Vous parlez lingala? Je comprends lingala, Vous- mais je ne parle pas lingala, je parle swahili. Swahili? Oui. Ah, ben, c'était rare ça, c'est Ah. bien. C'est Afrique orientale, c'est ça? Oui, plus ça. Parce qu'en fait, j'ai vécu dans la région du sud du Zaïre, Ah oui? en province, la région qui est limitrophe avec la Zambie. Ah, d'accord. Donc là-bas, la langue qui est parlée, c'est swahili, Ah. comme on est Tanzanie. Ah oui, c'est ça, ouais. Pays anglophone, quoi. Mhm. Ah oui, et Viviane vient de Centrafrique, donc au nord, Mhm. frontière de Oui, commune ils avec ont- le Zaïre. Oui, 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 c'est vrai. Alors, est-ce que c'est bien réglé? Oui, c'est bien. Voilà. Bon. Eh ben, moi, je vais me mettre là. Lily, tu veux venir à côté de la table? Tu veux participer? Voilà, est-ce qu'on va bien? Ouais, je pense que voilà. Ah, c'est pas pratique parce que je vous vois pas, j'aime bien voir. Ah, vous préférez qu'on soit en face? là, ouais, Vous préférez qu'on soit face à face? Attendez, Oui. il faut que je règle Ça la vous vidéo dérange autrement. pas. Non, non, il faut que je règle la vidéo autrement. Alors, je vais voir tout le monde. Je vois qu'il y a des réglages comme ça, mais là, j'ai pas eu le temps de le préparer avant. Où je fais? Voilà. Alors. Ça vous est venu comment cette idée de filmer tout le monde? Ça m'est venu l'idée de faire des archives. C'était surtout pour faire des petites conférences littéraires, si vous voulez, avec des amis écrivains à moi. Et je me suis dit, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, on a tous les instruments faciles à obtenir. On peut s'acheter une caméra vidéo, un petit truc comme ça, on peut tout mettre sur l'ordinateur, on peut tout faire nous-mêmes, on ne dépend pas des médias et on fait rien. Vous voyez, parce que les écrivains n'organisent pas tellement eux-mêmes leurs propres archives. Alors je me suis dit, bah, j'allais m'y faire. Donc dès que j'ai pu m'acheter une petite caméra, et ça fonctionne très bien. Quoi. Bon, c'est Ah, pas, c'est très bien. l'image n'est pas très bonne, ça n'a rien à voir avec de la vidéo et tout ça, mais on s'en fout, c'est juste pour le son est parfait. Bon, allez, voilà, je mettrai ça. Vivi, si tu veux qu'on te voit, tu peux te mettre à côté de Jacqueline. Et vous Voilà. archivez tout ça. Et je mets tout sur CD-ROM, oui, j'en ai des heures et des heures. Vous voyez, alors par exemple, ça peut être des choses très littéraires, ça peut être des trucs de famille aussi. Donc, il y a à la fois les archives privées quand on fait des dîners, des trucs comme ça, ou quand il y a des interviews, des discussions. Donc, dès que quelqu'un vient me voir pour parler de littérature, n'importe quoi, je branche la caméra et comme ça reste. On garde une trace. Ah, d'accord. Au cas Juste où. comme ça, ou si on rapporte des Ok. choses que vous n'avez pas vraiment dites. Non, non, ah non, c'est pas du tout c'est dans un Non, cadre de c'est surveillance et tout ça. Non, c'est pas par rapport à vous. C'est juste pour au cas où il y aurait des idées, vous voyez, parce que parfois dans le flot de la parole, on peut dire des choses. Moi, Et je après suis on en se dit, train tiens, de j'ai parlé de ça avec planifier. quel journaliste, j'aimerais bien l'utiliser pour un livre ou un truc, et je me souviens plus. Ah, oui. Et puis souvent, je me suis aperçu, pour être franc, que quand on demande aux journalistes d'envoyer une cassette, ils oublient toujours. C'est très rare les gens qui pensent, ou même pour les conférences. J'ai fait une conférence à Bobo il y a un mois. C'est tout simple, de toute façon, ils enregistrent tout. Mhm. Je leur ai demandé de m'envoyer la cassette, ça fait 3 fois, 4 fois, ils ont Esther, toujours. tu veux les Oui, ma donner? propre. Moi, je veux bien. Non, moi je vais Vous prendre voulez du pas? je- Non. Ah, Je- ah oui, de l'eau, on vous a servi de l'eau? Oui, ça y est, merci. Non, moi je vais prendre du café, chérie, merci. Prends pour toi. Donc vous voyez, donc c'est l'idée d'avoir une trace, mais pour moi, mais c'est pas du tout pour les surveiller. Moi je demande même jamais de relire les articles et tout, je m'en fous, les journalistes font ce qu'ils veulent avec
du point de vue du papier. Mais moi, je garde une trace pour moi, pour pouvoir la réutiliser au cas où j'en aurais besoin, quoi. Et plus l'idée de ce site internet qui s'est greffé là-dessus, et qui serait une sorte de site internet littéraire qui, si vous voulez, qui prendrait la place des salons littéraires d'autrefois. Voilà. C'est-à-dire où on réunit régulièrement des écrivains. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pourrez venir un jour participer, il n'y a pas de problème, c'est très ouvert. Alors, j'en ai déjà fait 3, j'ai par exemple un ami, alors avec des gens très différents, vous voyez, ça peut être quelqu'un qui vient lire des textes de lui, et on discute de ces textes. Alors j'ai fait ça avec tout un ami qui s'appelle Thomas Ravier, qui est un jeune écrivain, qui s'intéresse beaucoup au rap, qui mélange beaucoup le rap et la littérature classique, tout ça. Alors, bon, c'est intéressant. J'ai fait un autre avec 3 copains qui ont une revue littéraire qui s'appelle Ligne de risque. Et l'un d'entre eux s'appelle Yannick Enel, et on parle un peu de lui ces temps-ci parce qu'il vient de faire un roman à la rentrée là, qui s'appelle Introduction à la mort française. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Donc voilà, alors par exemple, parmi ces copains-là, il y en a un qui est passionné des Dogons. Avec tous les rites des Dogons, ça. Il se trouve que j'ai plein de vidéos de Jean Rouge et tout ça que j'ai pris au fur et à mesure depuis des années sur les Dogons. Alors j'avais dit un jour, on va s'organiser une après-midi spéciale, on se fout les cassettes de Jean Rouge, on regarde et après on commente. Et on s'enregistre en train de commenter. Vous voyez, des petites idées comme ça. Tout ça, c'est pour Internet. Excusez-moi, je me sers un café, je suis à vous. Faites. Voilà, vous n'êtes pas pressé, ça va, vous avez... J'ai mon temps. Et Centrafrique, on parle quoi comme langue? Sango. Ah oui, comme dans le bouquin. Mm. Il n'y a qu'une seule langue ou il y en a plusieurs? Il y a que Sango, mais si, il y en a plusieurs langues. Oui, le sucre. C'est là. Pour moi, je me sers. Voilà. Allez, je me sens café, c'est bon. Donc, si vous avez lu le livre, vous avez reconnu le modèle de l'héroïne, qui n'est pas vrai, exactement le... C'est comment? Justement, ça m'a enlevé plusieurs de mes Vos questions, interrogations. il faut les poser quand même. Mais il y a un modèle vrai, sauf que dans la réalité, ça se passe mieux que dans la fiction. Ah, mais j'espère, sinon... Alors, bon. On va y aller alors. Oui, allez-y, je vous écoute. Ah, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de... Vous faites ce que vous voulez de votre article, ça vous appartient. C'est pas du tout pour surveiller. Ça ressemble à une caméra de surveillance, un peu tous les films. Non, mais je vous ai dit ça comme ça, mais en même temps, vous avez le droit de vérifier. Non, je ne vérifie jamais. Je vérifie jamais, mais c'est les archives, c'est pour ça que je vous expliquais tout ça. Oui, c'est pour moi uniquement. Mais je vous ferai une copie si vous voulez, c'est rigolo après à regarder. Donc, oui, moi je veux bien. Vous avez un ordinateur avec CD-ROM, avec lecteur de CD, oui. PC sous Windows? PC, oui. Ah bah super, bon, je pourrais le voir. C'est parfait, alors je pourrais le voir. Voilà, exactement. On voit bien qu'il y a cette lumière, oui, par contre, bon, l'image est pas très bonne. Oui, j'aimerais comprendre quelque chose déjà pour commencer. Votre bouquin est sorti fin d'été, je crois. Oui, mais en réalité, il était prêt à la fin de l'été, mais enfin, ça s'appelle la mise en place, mais ça fait partie des livres de septembre, de la rentrée littéraire. Parce qu'en fait, j'ai lu les critiques à partir du mois d'octobre-novembre. Je comprenais pas parce que... Ah non, il y en a eu avant, il y en a eu au mois de septembre. Il y a eu quelque chose cette année qui est arrivé qui est valable pour tous les livres de la rentrée, c'est qu'il y a eu un événement un peu traumatisant qui a foutu en l'air un peu qui a chamboulé toute la rentrée littéraire, à savoir l'histoire des attentats à New York. Donc c'est arrivé le 11 septembre en pleine promotion pour tout le monde, pas seulement pour moi. Donc moi par exemple j'étais invité chez Durand le 20 septembre, ça a été retardé, voilà, c'était 3 fois, enfin 2 fois ça a été changé de place. Fin octobre, c'est ça. Et du coup j'y suis passé début novembre, quel mois on est là? On est décembre. Fin octobre ou début novembre, quelque chose comme ça. Voilà. Mais du coup, ça a chamboulé, mais pas pour moi. Alors tout a été chamboulé, quoi. Les articles étaient prévus, les journaux pendant 3 semaines n'ont plus parlé que de. Donc la littérature est un peu passée au second plan, donc voilà. Mais non, il y a eu des choses assez rapidement, assez négatives d'ailleurs, pas seulement des articles positifs. J'ai lu des critiques, c'est assez partagé. J'ai pas vu des critiques où c'était vraiment des médias. Et l'impression générale que vous avez eue, c'est que le livre il y avait 50% pour, 50% contre Non, c'est plutôt les personnes les critiques que j'ai lues, c'était plutôt oui, par rapport à ce que vous avez écrit avant, ça n'a rien à voir. Au niveau littéraire en fait. C'était pas pareil, c'était complètement décalé.
rapport au sujet aussi, le thème. Enfin, ce que j'ai surtout lu, c'est que vous n'êtes pas suffisamment investi au niveau écriture. Oui, il y a beaucoup de critiques sur l'esprit. Ouais. Moi, j'ai pas lu ce que vous avez écrit avant. Ouais. Je vous découvre en fait. Pour vous révéler les choses, ils disaient exactement la même chose sur les anciens livres. Ah bon? Oui, c'est pour ça on pourra en discuter, mais les critiques littéraires d'une manière générale, quand ils parlent d'un livre, n'ont aucune mémoire et oublient qu'ils ont dit du mal des précédents. Donc aujourd'hui, on commence à me dire beaucoup de bien de mes anciens livres qui à l'époque étaient honnis et détestés et censurés. Moi, c'est les anciens alors. Non, il ne faut pas acheter les anciens, il faut savoir comment fonctionne la critique littéraire. Je suis en train de lire un livre, ça n'a rien à voir avec notre sujet, en même temps ça a un peu à voir. Je suis en train de lire Les illusions perdues de Balzac, qui est un livre extraordinaire. Moi je ne connaissais pas Balzac, je suis en train de découvrir Balzac, donc vous voyez, j'ai pris mon temps. Et ça décrit les choses exactement comme elles fonctionnent aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez bien le milieu du journalisme, des critiques littéraires par rapport aux écrivains et tout ça. Vous commencez à connaître, alors vous allez voir, lisez les illusions perdues, parce que vraiment c'est extraordinaire et ça décrit toute la corruption généralisée de ce milieu où le vrai et le faux se mélangent, où les jalousies, Alors moi je commence à avoir l'habitude, parce que ça fait quelques 10 ans que je fréquente ce milieu, mais il ne faut jamais croire ce que disent les gens sur parole. Non mais de toute façon, moi j'ai lu... En bien ou en mal d'ailleurs, c'est pareil, en bien ou en mal. Moi j'avais lu votre bouquin avant d'avoir lu les critiques, donc, voilà, donc vous avez fait votre propre idée. Voilà. Influencé, dirons-nous. Et c'est vous sur la photo? Oui. On dirait pas. Oui, c'est bizarre, mais c'est pas moi qui ai choisi. Enfin, donc pour commencer, je veux savoir ce qui vous avait motivé pour écrire sur le sujet. D'abord la rencontre de Viviane, donc de ma femme. On s'est rencontrés, donc c'est une histoire assez banale, de couple mixte, comme vous dites, d'amour, mais il se trouve que moi, si vous voulez, c'est pas un livre si différent de mes précédents livres, au sens où tout ce qui m'arrive dans ma vie, à la fois dans ma tête, tout ce à quoi je pense, tout ce qui m'arrive dans ma vie, de manière générale, et pour moi est digne d'être transformé en littérature. C'est-à-dire que je suis écrivain au sens où je suis d'abord écrivain avant d'être un être humain. Vous voyez, c'est une manière d'être pour moi. Où je pourrais dire d'une certaine manière, c'est un peu comme ça que j'essaye de faire comprendre dans le livre, mais en transformant l'écriture en peinture. C'est-à-dire je parle beaucoup de peinture parce qu'il se trouve, comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup la peinture, mais ça fonctionne un peu pareil, disons on pourrait dire l'art, pour employer un grand mot. Pour moi, pour un artiste, son fonctionnement artistique est un peu comparable à la couleur de sa peau pour un Africain. C'est-à-dire quelque chose qui est lui, mais qui en même temps est extraordinairement galvaudé et mal compris par les gens qui pensent que c'est une couleur, alors que c'est quelque chose de plus essentiel, c'est toute une culture, c'est une civilisation, c'est une manière d'être, c'est un regard que les gens portent sur vous et qui est complètement faussé par rapport à ce que vous savez de vous-même. Alors c'est vrai pour les Africains, mais je pourrais le dire aussi pour les Juifs, parce qu'il se trouve que moi j'appartiens à une communauté juive, je suis petit-fils d'immigrés juifs polonais, et c'est moins visible parce que ça n'apparaît pas de manière extérieure. On peut ne pas savoir qu'on est juif. Donc c'est un peu différent. Mais il y a des points communs comme ça. Et surtout, j'ai voulu faire un rapprochement entre ce que c'est que d'être écrivain dans un monde où les gens ne sont pas écrivains, et ce que c'est que d'être africain, mais faire les choses de manière subtile. Vous voyez, c'est pas du tout pour lutter contre le racisme et tout ça. Ça ne m'intéresse pas, ce militantisme-là. C'est juste pour voir les choses d'un point de vue esthétique, ce qui n'avait, je crois, jamais été fait. C'est-à-dire de faire entrer la question du couple mixte, mais là c'est moins le couple mixte que la question de ce que c'est qu'être africain ou d'être noir ou blanc, de le faire entrer dans une perspective purement esthétique, d'une réflexion sur l'art ou sur l'écriture. Mais là sur l'écriture ça n'apparaît pas parce que j'ai transformé mon héros en peintre. Mais c'est la même chose. Donc en fait si je comprends bien, le peintre ça pourrait être vous. Ah le peintre oui, bien sûr, c'est tout à fait moi. Ça ne semblait pas évident, moi j'ai eu le temps que ça apparaît au... J'ai changé le nom, j'ai tout changé. Pourquoi avoir décidé de vous cacher entre guillemets sous la profession de peintre? Parce que j'ai beaucoup parlé de moi en tant qu'écrivain dans mes précédents livres, qui sont très autobiographiques, donc j'ai beaucoup parlé de ce que c'était qu'écrire, de ce que c'était que l'écriture, donc là j'ai voulu changer, et il m'a semblé que ça renouvelait un peu le sujet, de même que ça, pour moi c'est assez nouveau de parler des Africains, de la petite communauté africaine que je connais, que je fréquente, à savoir ma belle famille, quoi, la famille de ma femme, de même que c'est relativement nouveau. En même temps, je me suis dit, il faut que cette fraîcheur-là, de mon sujet littéraire, ne soit pas repris dans mes vieux thèmes. Donc, je vais un peu transposer. Et puis, ça m'intéressait de parler de peinture. Toujours pour donner une nouvelle vision de ce que c'est que la couleur ou les couleurs. Vous voyez, j'ai mélangé vraiment les deux. Une réflexion esthétique. Alors, c'est pour ça qu'il y a certains chapitres où le peintre parle de son... J'ai lu beaucoup de peinture. J'ai lu à la fois beaucoup, pendant toute l'écriture de ce livre, beaucoup de livres de peinture et beaucoup de livres sur l'Afrique. Et quelle est la part de vérité entre ce que vous avez écrit et votre histoire à vous?
Il y a beaucoup de choses qui sont très autobiographiques. Parce que vous dites par exemple sur le livre, vous dites c'est assez proche. Aucun personnage de ces romans n'est inventé, ils existent tous, mais ailleurs. Oui, voilà. Ça veut dire que j'ai eu des modèles. Si vous voulez, c'est pas. Ça veut dire que la manière dont j'ai observé cette petite communauté africaine, donc non seulement ma femme, mais toute cette communauté africaine que maintenant je connais depuis 1 ou 2 ans, c'était pour dire à la fois je suis un blanc, donc je ne connais pas l'Afrique. Je ne vais pas prétendre, je n'ai pas jamais vécu en Afrique, je ne connaissais pas tellement d'Africains avant de me marier avec ma femme, donc c'est à la fois un regard extérieur par définition, et ce que je vais vous raconter d'eux, c'est pas complètement inventé, puisque c'est vrai que je connais beaucoup j'ai voulu, si vous voulez, dans ce livre, montrer des choses que j'ai découvertes et qui m'ont ravi, qui m'ont beaucoup plu en rencontrant des Africains. Que je ne savais pas et qu'on ne sait pas, on a beau avoir, j'avais des amis africains, évidemment, soit nés en France, soit de vrais Africains nés en Afrique, enfin de vrais Africains, des Africains nés en Afrique, et qui je parlais beaucoup de politique et tout ça, évidemment j'ai des amis africains. Mais tant qu'on n'a pas dans sa famille et qu'on n'entre pas soi-même dans une famille africaine, on ne sait pas ce que c'est que l'Afrique. Donc en fait, pour vous, c'était plus une découverte, c'était une découverte, c'était un ravissement vraiment, parce que il faut savoir que mon livre précédent est un livre qui s'appelle Pauvre de Gaulle, et qui est un assez gros livre, à la fois roman pamphlet, qui était très violent contre la France et l'histoire de France du dernier siècle, y compris à propos du colonialisme, etc. Donc, il y a un peu une logique, il y a un livre très critique, très négatif contre l'idéologie ou les idéologies dominantes en France, et ensuite un livre qui est une sorte d'échappée vers autre chose, cette altérité qu'il y a en France que sont les immigrés. J'aurais pu faire un livre sur les Arabes ou sur les Chinois, mais il se trouve que j'étais, par ma vie privée, comment dire, accepté et intégré dans ce petit milieu centrafricain. Il ne s'agit pas non plus de parler de tous les Africains, mais donc j'ai décrit ce que j'avais devant les yeux. Comme s'il m'était arrivé, je ne sais pas, si j'avais fait un voyage en ballon autour du monde, j'en aurais fait un livre. Alors là, j'ai fait une sorte de mini-voyage dans Paris, qui est ma vie, avec ma femme africaine, avec ma belle famille africaine, et j'ai décidé et j'étais tellement agréable, c'est pas agréablement, j'ai découvert tant de choses, je me dis, mais les Blancs ne savent pas tout ça. Ils ne savent pas ce que c'est, comment fonctionnent les Africains quand ils sont entre eux. On ne connaît rien de tout ça. Et je dis, moi-même, qui ai vécu à Barbès, tout près de Barbès, en 10 ans, bon, c'est récent, on a déménagé cette année dans le 20e, mais j'habitais dans le 18e, tout près de Châteaurouge. Donc vraiment le cœur du quartier africain de Paris. Je voyais les Africains, les Africaines passer tous les jours dans mon propre quartier. J'étais dans leur quartier et je ne les connaissais pas. J'avais jamais discuté avec une femme portant un enfant sur le dos ou habillé en boubou. Je ne savais pas. Maintenant, je connais tout ça grâce à ma femme et parce qu'on discute. Vous voyez, mais c'est des choses que je ne connaissais pas. Je me dis, mais c'est incroyable. Si moi, qui suis si curieux, dont la tâche, ce serait quand même de découvrir ce qui se passe autour de moi, puisque je suis écrivain, je ne sais pas ça, personne ne le sait. Et en effet, non seulement personne ne le sait, c'est-à-dire les critiques littéraires ne connaissent rien à ça, personne ne connaît, à moins d'être marié. Si on est une femme avec un Africain ou si on est un homme avec une Africaine, on ne connaît rien à l'Afrique. Et encore, il faut s'y intéresser. Il y a des couples mixtes où ça se passe mal et où les clichés demeurent. Vous voyez. Donc votre but à vous, quelque part, c'est informer c'est pas informer, c'est blanche par rapport à... Oui, mais c'est pas vraiment de l'information, c'était plus dans l'idée de transmettre, de transformer en écriture, donc en art, ce plaisir que j'avais eu en découvrant ma famille africaine. Voilà. Parce qu'en fait, à la lecture de votre livre, moi j'ai eu l'impression que vous étiez un peu fasciné quelque part. Oui, c'est pas vraiment de la fascination, j'ai trouvé ça très proche de ce que moi je connaissais déjà dans ma vie, et qui est la musique, le jazz, la littérature. C'est-à-dire, j'ai trouvé ça très littéraire. J'ai trouvé que les Africains étaient très littéraires. C'est étonnant d'ailleurs, parce que ce sont des civilisations où il y a de très vieilles cultures orales, mais il n'y a pas de littérature écrite comme en France ou en Angleterre. C'est pas diffusé de la même manière. Maintenant, il y a une littérature contemporaine, très vive, mais c'est assez récent. Et en général, c'est pris dans la langue de la colonisation. Donc ça implique un rapport à la langue de cette littérature-là qui est très complexe, qui est très ambiguë. Donc, mais ça m'a semblé très proche de tout ça, quoi. Ça m'a semblé très proche d'une part de la communauté juive que moi je connais, c'est-à-dire de la communauté d'immigrés, c'est-à-dire je sais ce que c'est que d'être étranger en France. Puisque mes propres grands-parents, non seulement étaient étrangers en France, mais à une époque où on les a pourchassés pour ça, parce qu'ils ont vécu pendant la guerre. Donc je sais ce que c'est que d'être dans un pays où quand on passe devant un flic, il pourrait vous emmerder en vous demandant vos papiers. Ou je sais ce que c'est que de ne pas avoir confiance dans les flics. Et moi je viens d'une culture et d'une famille où les flics on les aime pas tellement.
on n'a pas de respect pour la police. La police, c'est des gens qui peuvent vous foutre en prison, alors pour un Africain, il peut le ramener chez lui s'il a pas ses papiers, vous voyez. Donc tout ça, c'était naturel pour moi. D'être dans une société globalement, comment dire, globalement négative, dans une société qui globalement ne vous aime pas tant que ça, il n'a pas tellement envie que vous soyez parmi elles, comme le ressentent à peu près tous les, non seulement les Africains, mais beaucoup de Noirs en France, même quand ils sont nés ici, ils savent ce que c'est que d'avoir, comment dire, de ressentir d'une manière générale, alors c'est pas toujours le racisme, mais enfin c'est une certaine animosité dans le regard d'autrui, simplement. Ça, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est parce que je le sais un peu différemment, de manière décalée, mais je sais ce que c'est, si vous voulez, n'étant pas français de souche, et surtout ayant dans ma famille des gens qui ont connu ça vraiment de manière très intense aussi. Moi, je ne l'ai pas tellement vécu, heureusement. Je n'ai pas vécu les persécutions, le racisme et tout ça, à part des petites anecdotes comme ça, 2-3 fois dans ma vie, bon, mais on peut se défendre, on peut se battre, c'est pas. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai plus fait le rapprochement entre ce que j'observais dans la famille de Marie, donc de ces Africains qui viennent d'Afrique depuis récemment. C'est pas pareil que d'avoir des parents africains, d'être nés en France. J'ai aussi des amis qui sont enfants de diplomates ou qui sont nés en France. Alors c'est très différent le rapport à la France. Qui ont donc les problèmes actuellement depuis 10-15 ans de papier, d'immigration et tout ça, et tous les discours sécuritaires, sur l'immigration. Donc tout ça, ça donne une atmosphère qui n'est pas très joyeuse, disons, quand on est africain en France. Et non pas moi, non pas mes parents, mais mes grands-parents, qui eux aussi ont été en France à une période où c'était très dangereux pour eux. Alors à un niveau encore plus intense, puisque c'était pendant les persécutions antisémites pendant la guerre, où il fallait se cacher qu'on était juif, il fallait se cacher dans les appartements quand on entendait la police traverser les escaliers, donc c'était vraiment gravissime. Mais j'ai vu les points communs, si vous voulez. Mais en même temps, ce que je voulais comprendre, c'est pourquoi avoir choisi une issue négative. Votre histoire à vous, elle se termine bien. Oui, heureusement. Ah, Oui. ouais. Parce que, pour plusieurs raisons d'abord. D'abord parce que j'ai voulu montrer tout à la fin, c'est une sorte de, si vous voulez, de déclaration d'autonomie et d'indépendance littéraire. C'est pour dire, tout le monde va dire, parce que tout le monde, enfin tout le monde, tout dans le petit milieu d'édition et de littérature, tout le monde a su que Viviane et moi, nous étions mariés, donc on a su que j'avais une femme africaine, et tout le monde s'est dit, ah, il a fait ce livre pour parler de sa femme africaine, etc. Donc j'ai voulu montrer que, de même que Flaubert dit Madame Bovary c'est moi, je pourrais dire en même temps, la Marie-Viviane du livre c'est moi. Je suis écrivain, je fais ce que je veux, je peux décider au dernier moment de la faire mourir, parce que c'est un personnage, c'est pas la vraie. Il y a une différence, c'était pour montrer, si vous voulez, un acte d'autonomie, voilà, dire la littérature a le droit de prendre comme modèle la vraie vie, mais elle a le droit aussi, quand elle veut, de décider que ça se passe autrement. Et de changer la fin, et de changer un peu de choses. Alors j'ai changé les petits détails, et par exemple, moi je ne suis pas peintre, et pourtant l'homme est peintre. Ou surtout l'exemple le plus gros, pas le plus grossier, mais le plus drôlatique, le plus comique, c'est l'histoire de la mère raciste, qui évidemment n'est pas, enfin heureusement n'est pas, bah non, c'est inventé. Alors j'ai entendu des histoires, si vous voulez, je sais des gens qui ont de la belle famille qui est abominablement raciste, il y a des tas d'amis aussi qui sont mariés avec des blancs et ça se passe mal avec la belle famille. Donc j'ai mélangé un peu tout ça, mais je me suis dit, si ma propre mère m'écrivait quelque chose comme ça, ou me disait quelque chose comme ça, je lui répondrais sans doute comme ça. Je dirais, maintenant t'es morte à mes propres yeux, je préfère choisir ma femme. Alors vous voyez, j'ai mélangé tout ça, mais heureusement que ce n'est pas vrai, parce que là ça serait tragique évidemment. Parce que la lettre... Ça semble réel, c'est ça. Non mais elle est d'une violence, moi je me suis sentie personnellement touchée, parce que mon fiancé est blanc, donc je suis encore plus sensible aux questions par rapport à l'identité, le racisme et tout ça, et donc je me suis dit, mais non, une lettre comme ça c'est violent quoi. Ah c'est violent, mais ça existe. Donc, ça existe. Moi j'ai entendu, j'avais un ami qui pourtant était métis, ça existe. Non seulement on connaît des histoires c'est des centrafricaines qui sont mariées avec des blancs, avec des français, et ça se passe très mal. Alors j'espère que pour vous, dans votre belle famille ou votre future belle famille, ça se passe mieux, mais ça peut... du côté de chez lui, en tout cas, il n'y a pas de problème. Pas de problème, voilà. Enfin, pour l'instant. Mais c'est plutôt de l'autre côté, parce que le racisme... Ah, du côté africain, oui, alors là c'est autre chose, oui. Ah oui, c'est compliqué. Donc, c'est plus compliqué. Voilà. En plus, surtout, la tribu dont je viens sont plutôt très conservateurs. Quelle ethnie? Plutôt du Kasaï. Comment? Du Kasaï. Du Kasaï, je connais pas. C'est français? Non, c'est l'ethnie de Jacqueline, au Zaïre. Comment vous dites? Kasaï. Kasaï, des Kasaï. Ouais, Kasaïens. Des Kasaïens. Voilà. Ah oui, d'accord. Et donc, ils sont plutôt conservateurs, ils se marient entre eux. Oui. Déjà, en tant que tribu du Zaïre, ils se marient que entre eux. Ah oui, d'accord. C'est beaucoup plus difficile, les mariages avec d'autres
d'autres ethnies et Ah, encore bon. plus d'autres races. Donc, Ah oui. Ah oui, c'est compliqué. Ouais, C'est bien d'être courageuse. Parce que, courageuse, ça. Vous êtes mariée ici? Non, 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 je suis pas mariée. Hein. On est D'accord. ensemble, ça va faire quoi Vous êtes 5 fiancée? mois, bientôt, peut-être. Je sais pas, on verra. Et donc voilà, mais... Et vos parents sont plutôt contre ou, c'est vos propres parents ou c'est la famille? C'est quoi? C'est à quel niveau que ça bloque? Non, c'est plutôt, je dirais, ma mère, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des traditions sont plutôt très conservatrices. Donc, elle veut plutôt que leur fils marie avec des gentils et tout ça. Mais en même temps, me connaissant moi, savait pertinemment bien que c'était le genre de choses qui avaient très peu de chances d'arriver. Mais bon, en même temps, c'est mon choix, je veux dire. Ah oui, c'est à toi de décider. Hein. Oui, parce que c'est pas moi qui... C'est pas mes parents qui vont vivre à ma place. Eux, ils ont fait leur vie, ils ont fait leur choix. C'est courageux parce que c'est difficile de résister à ses propres parents. À sa famille, mais en général, c'est très difficile. Oui, c'est très difficile, parce que, d'autant plus que dans les familles africaines, en tout cas chez moi, les parents sont quasiment une toute puissance. Ils sont C'est pas pareil. Faut pas contester, quoi. Oui. On a beaucoup de mal à contester ce que je dis. C'est plus compliqué quand on est une fille déjà, plutôt qu'un garçon. Et c'est surtout très. Il faut une. Comment dire? Il faut une complicité absolue de la part de votre fiancé et surtout qu'il n'y ait pas le moins, s'il y a le moins de problèmes du côté de sa famille à lui, qu'il soit, ça c'est des choses qu'il faut savoir avant de se marier parce que sinon le mariage ne peut pas tenir. Hein. Parce que si vous faites un tel effort pour vous émanciper par rapport à votre propre famille, ce qui est très dur, très courageux, très difficile, pour une fille, mais d'une part surtout pour une fille. Si votre mari, votre futur mari, votre copain n'est pas à fond, à 100% dans votre camp chaque minute de la vie, vous aurez l'impression vraiment d'avoir fait tout ça pour rien. Donc ça, c'est très important. Et c'est pas évident du tout, non. Mais en même temps, il y a eu des couples mixtes déjà dans la famille. Voilà. Ça va. Ça existe déjà, mais en même temps, bon, les parents, ils espèrent toujours. Oui, voilà. C'est un peu comme moi, alors oui, moi c'est pareil, j'ai des grands frères qui ne sont pas mariés avec des juifs, alors pour le premier, c'était mes parents faisaient un peu la gueule, c'est pareil. C'est pareil. Les petites communautés fonctionnent comme ça, ils préféraient qu'on se marie avec quelqu'un de la communauté, alors bon, le premier, ils ont fait la gueule, mais puis le troisième, bon, ils disent plus rien parce qu'ils ne disent rien, mais en plus c'est une africaine, donc ça change tout, c'est presque mieux qu'une française à la rigueur, pour les parents, c'est comme s'il était un peu juive, en fait qu'elle n'est pas d'ici. Mais vous, par rapport à vos observations propres, les couples mixtes que vous connaissez, c'est plutôt positif ou négatif? Plutôt positif. D'abord parce que les couples mixtes où ça se passerait mal, bon, d'abord j'ai pas énormément d'amis, couple ou pas couple, mixte ou pas mixte, donc les couples mixtes où ça se passerait mal, moi je prendrais immédiatement le parti de l'homme ou de la femme qui serait noir ou africain ou arabe. D'ailleurs, c'est pareil s'il y avait un problème dans l'autre. Donc pour moi, je n'essaierais pas de rabibocher le couple s'il y avait un problème de racisme à l'intérieur du couple. Je dirais à la femme ou à l'homme, que ce soit une copine ou un copain, je dirais largue-le, et puis c'est tout. Faut pas rester avec dans un truc. Pour moi, je suis assez pessimiste. J'ai tellement l'habitude. D'abord, j'écris des livres entiers, j'écris un livre entier sur l'antisémitisme, mais où je parle aussi du racisme. Je sais que ça vient tellement loin, que c'est tellement indécrottable, indéracinable, que quand ça commence, on ne peut pas réformer, on ne peut pas améliorer les gens, donc il faut se barrer. Moi, c'est mon avis, c'est l'avis que j'aimerais à un copain ou une copine. Donc, par définition, je ne pourrais pas connaître de couple mixte où ça se passerait mal. Je connais un couple mixte qu'on connaît, c'est des amis qu'on a, qui est un des rares couples mixtes que je fréquente parce que c'est Elie et Nadia. Ah oui. Voilà, il y a une copine qui est gabonaise, un copain, mais lui aussi vient d'une famille juive. Alors pareil, c'est des couples mixtes un peu particuliers, assez rares d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, des juifs africains comme ça, ou juifs. Je connais pas. Voilà, vous voyez, il n'y en a pas tant que ça, c'est assez rare, mais ça se passe plutôt mieux, me semble-t-il, que dans les familles français traditionnelles et africains. Ou africaines, bon, peu importe si c'est homme ou femme. Il me semble. Alors c'est le seul couple que je connais, mais ça se passe très bien. Mais voilà, mais c'est pas facile. Vous savez, en même temps, c'est tellement compliqué les couples en soi. C'est-à-dire qu'il y a tellement de divorces aujourd'hui. Voilà. Problème de couple en général, c'est un problème de couple. Ben, il semblerait. De toute façon, aujourd'hui, à notre époque, les couples ont tellement de mal à rester ensemble, qu'ils soient mixtes ou pas mixtes, que la mixité, c'est quasiment en plus, quoi. Mais alors si ça se passe mal à cause de la mixité, bon, bah, c'est une des raisons qui fait que le couple éclatera. Mais il y a tellement de milliards d'autres raisons qui font qu'un couple doit éclater ou peut éclater, que d'une manière générale, vous savez, on a envie de baisser les bras et de dire de toute façon, est-ce que c'est facile de rester en couple? Non. Mais quelle est l'image que voit la société, par exemple, quand vous êtes dans la rue, comment... De nous deux? Oui.
écoutez, pour l'instant, on a une chance extraordinaire. On n'a jamais eu aucune manifestation, ni de racisme, ni de rien. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Alors, il faut dire que, on vivait dans le 18e autrefois, donc dans le quartier à Barbès, tout près de Châteaurouge. Donc, quand même, il y a beaucoup, pas tant de couples mixtes, mais enfin, il y a beaucoup d'Africains et d'Africaines. Donc, bon, heureusement, c'est pas là-bas qu'on se fait insulter. Et ici, dans le 20e, depuis qu'on y est, pour l'instant, on a de la chance, tout va bien. Mais dans votre milieu, les écrivains... Non, oui, voilà, il n'y a pas de problème, heureusement. Peut-être les gens pensent des choses, mais on ne le dit pas. Mais enfin, c'est un milieu de gens, c'est des gens assez décadents, de toute façon, tout ce qui est un peu original, ça les fait, ça leur plaît, donc vous savez, ils voient encore. Il n'y en a pas tant, il n'y en a pas beaucoup non plus Je pense que c'est plus fréquent dans le milieu des musiciens, par exemple, d'avoir des couples mixtes. Je ne sais pas, je ne connais pas très bien ce milieu, mais je pense que c'est plus fréquent que dans le milieu des écrivains. Mais non, heureusement, pour l'instant, on n'a pas de... Et puis moi, ils me connaissent un peu, ils savent que je suis une grande gueule, ils savent qu'il ne faut pas me faire chier. Donc quelqu'un me ferait le moindre remarque, ou le moindre truc, ce serait très violent. Comme, si c'est un homme, ça peut aller... Oui, mais franchement, pour l'instant, non, on n'a jamais eu de problème. Jamais. Et dans ce que j'appelle ma famille africaine non plus, d'ailleurs, je suis très bien accepté. Parce qu'en même temps, ils ont vu que moi, je m'intéressais à l'Afrique, que je m'intéressais à la culture de ma femme. Donc ils voient qu'il y a une véritable curiosité de ma part. Parce qu'il y a beaucoup de Blancs qui disent, oui, c'est pas facile, les Africains, ils restent entre eux de ça. Évidemment, si le type n'a pas envie de s'intéresser, il ne faut pas... Parce que moi, enfin, la réflexion que j'ai eue, notamment par ma mère, c'est que généralement, la crainte que les gens expriment, c'est qu'en se mettant en couple mixte avec une personne blanche, on aura tendance à mettre de côté sa culture à soi et d'épouser la culture de l'autre. Donc on a, quelque part, on occulte un peu son côté africain. C'est vrai, ça peut arriver, oui. Et vous, comment Moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que pour moi... je n'ai pas épousé une africaine pour la transformer en blanche. Donc tout ce qui est africain dans ma femme me plaît. J'écoute la musique africaine, je me suis intéressé aux chants pygmées parce qu'il se trouve qu'il y a, aux Zaïre aussi je crois, il y a dans la forêt en Centrafrique, il y a pygmées, vous voyez, on a dit. Mais parce que moi, c'est pas pour faire plaisir à ma femme. C'est que quand je m'intéresse à quelque chose, autrefois j'ai vécu avec une copine, on n'était pas mariés, mais une fiancée qui était brésilienne, je me suis aussi intéressé beaucoup au Brésil. Parce que je m'intéresse à la culture de la personne que j'aime. Donc là, je me suis marié avec ma femme qui est africaine, je m'intéresse à l'Afrique. Quand je suis avec ma belle famille, je les écoute me parler de l'Afrique. Pour moi, c'est tellement... c'est pas moi qui vais leur parler de Paris, leur dire qu'est-ce que c'est que d'être français. Ils le savent, ils sont ici en France, ils connaissent les Français, et puis moi je m'en fous. Moi je préfère apprendre des choses que de transformer les gens. Vous voyez, j'ai vraiment un rapport qui est d'ouverture absolue, pas seulement à l'Afrique. Je ne suis pas un fou de l'Afrique. Il y a des gens qui sont vraiment des fous de l'Afrique, des blancs, je veux dire, qui sont des fous de l'Afrique, qui ont été en Afrique, comme il y a des fous de la Chine ou des fous du Japon. Moi c'est pas ça, moi c'est plus tout ce qui peut nourrir ma curiosité qui elle est foncièrement littéraire. Voilà. Vous avez déjà été en Afrique? Jamais, non. Non, pas encore. Vous avez l'intention d'y aller? On aimerait beaucoup, mais ça coûte très cher, comme vous le savez. On va aller un jour. C'est pas des discussions, c'est pas des destinations très touristiques. Donc, non, si on va chez ma femme, donc si on va à Bangui, il faut rester là-bas un mois, il faut aider la famille, ça c'est très, très compliqué. Pour l'instant, on n'a pas les moyens, malheureusement. Parce qu'en fait, quand on lit le prologue, vous décrivez un peu, vous partez de la savane, vous décrivez tous les peuples, c'est assez impressionnant. C'est juste une liste, si vous voulez, c'est pas pour dire que j'ai connu ça, j'ai voulu montrer que dans un Africain ou une Africaine, bon là il se trouve que l'héroïne est une femme, mais c'est comme si on retrouvait toute l'Afrique. Vous voyez ce que je veux dire? Alors j'ai mis toute l'Afrique, enfin j'ai pas mis toute l'Afrique, j'ai fait une petite liste où je mets à la fois tous les animaux d'Afrique, les paysages d'Afrique, les lacs, les pays, les langues, les ethnies, voilà, des choses qui sont l'Afrique, quoi, mais pas l'Afrique, c'est-à-dire pour éviter tous les clichés, vous voyez? J'ai mis les noms. Des noms propres, des noms d'animaux qu'on trouve en Afrique, des noms d'arbres qu'on trouve en Afrique, des noms de choses que d'ailleurs j'ai trouvé dans une encyclopédie sur l'Afrique. Moi, c'est pas des choses que je connais ou que des noms d'ethnie, tout ça, mais j'ai voulu montrer que tout ça était comme condensé en une seule personne. Vous voyez, c'est un peu métaphorique, c'est un peu une parabole, c'est un peu comme si on disait je sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre comme autre exemple, c'est comme si on disait avec un juif, bon je prends toujours l'exemple des juifs parce que c'est l'exemple que je connais le mieux, on a toute l'histoire du peuple juif depuis Moïse jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, c'est comme si on avait toute la Bible, et tout le peuple hébreu et toutes les histoires de la Bible en fréquentant un seul juif. Mais c'est une question c'est une parabole, ça ne veut pas dire que cette personne-là vous parle tout le temps de ça, mais ça veut dire c'est l'Afrique incarnée, voilà. C'est l'anti-intégration ou l'anti-assimilation. Voilà. J'ai voulu placer d'emblée le livre dans une perspective qui était le contraire des discours assimilationnistes ou intégration où on dit les étrangers doivent s'assimiler à la culture française et ça, qui pour moi sont des discours abominablement racistes sur le fond. Et qu'est-ce qui vous dérange justement? C'est l'idée qu'on considère que quelqu'un d'étranger qu'on accueille chez soi, il doit devenir comme soi. Donc on ne veut pas qu'il soit étranger.
C'est-à-dire, on dit aux étrangers, c'est vrai pour tous les immigrés, que ce soit des Africains ou des Arabes, ou quel que soit le pays d'origine, bienvenue en France, mais à condition que vous soyez comme moi. Donc, surtout, vous ne faites pas trop remarquer en tant qu'étranger, vous enlevez votre djellaba, vous enlevez vous, habillez-vous comme nous, parlez comme nous, faites tout comme nous. C'est pas de l'accueil. Si vous accueillez quelqu'un chez vous, vous lui dites, voilà, bonjour, tiens, mets un peu mes habits, change de chemise, parce que ta chemise n'est pas de la couleur que j'ai l'habitude de porter chez moi, donc tu es bienvenu pour venir manger dans ma maison, mais tu changes ta manière de t'habiller. C'est le contraire de l'accueil. Si on accueille quelqu'un comme étranger, c'est en tant qu'il est différent de vous. Donc on lui dit bienvenue, et puis c'est tout. Après, le reste, c'est... Donc vous êtes contre le principe même de l'intégration? Je ne suis pas contre le principe de l'intégration, je suis contre les discours idéologiques sur l'intégration, qui disent qu'il faut s'intégrer. L'intégration, elle est naturelle, c'est-à-dire que les étrangers qui vivent en France, leurs enfants sont intégrés. Moi, je suis de la 3e génération d'immigrés. Donc moi, j'ai été intégré, je suis aussi français que n'importe quel Français qui est là depuis Vercingétorix. Et mes parents également, puisqu'ils sont nés à Paris. Mais vous également, puisque vous êtes nés en France. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a dans les discours, qui sont en général des discours politiques, un fort relent de racisme inconscient, qui vient d'ailleurs en France depuis quelques années, qui a été complètement influencé par les discours de Le Pen d'il y a 20 ou 30 ans. Parce qu'avant, on ne parlait pas de ça, il me semble, on n'en parlait pas de cette manière-là. Tous ces discours sur l'assimilation, l'intégration, qui sont des concepts racistes, mais dont les gens n'ont pas conscience. Je parle des discours eux-mêmes. L'intégration, ça va de soi. C'est pas tous les pays au monde, les États-Unis, toutes les civilisations ont intégré, ont assimilé, souvent d'ailleurs de manière violente et de manière négative, mais dans leur histoire des peuples ou des communautés qui venaient d'origine, y compris en Afrique, où il y a eu des mouvements de population, d'un territoire à l'autre. Donc c'est un phénomène universellement humain, le fait d'intégrer des gens. Et le fait de dire aux gens, vous devez vous intégrer, vous maintenant, ça c'est raciste. Ça part d'une idéologie raciste, mais ça peut être dit dans les meilleures intentions du monde. Les gens, vous diriez ça aux gens qui tiennent ces discours, ils seraient scandalisés d'être traités de racistes. Mais sur le fond, l'idéologie et le concept de l'intégration et de l'assimilation, parce que ce sont deux concepts, des fois les gens font des différences, oui, mais ce sont des concepts abominablement racistes. Parce que c'est des concepts qui considèrent que l'autre peut être accueilli à condition de cesser d'être autre. C'est-à-dire quoi? C'est pas de l'accueil. Si vous accueillez quelqu'un en tant qu'autre, c'est pas pour abolir son altérité. Exactement. Et en plus, c'est tellement naturel, c'est ce qu'on appelle l'assimilation dans les histoires des cultures, des peuples, des civilisations. On n'a pas besoin d'en rajouter. Ça se fait de toute façon. Les gens ils viennent dans notre pays, et leurs enfants sont nés dans ce pays, ils ont une autre couleur de peau, ou leurs parents parlent avec un accent, moi ce qui était le cas de mes grands-parents, mais eux-mêmes sont aussi intégrés naturellement. Vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais comprendre ce qui vous est arrivé en fait il y a 2 ans, parce que j'ai l'impression qu'en fait vous ne connaissiez pas, mais même par rapport à ce que vous avez expliqué, vous ne connaissiez pas du tout des femmes noires, vous les connaissiez mais de loin. Pour être très franc, j'avais des copines, j'avais cette copine gabonaise qui est mariée avec ce type, donc que je connais depuis plusieurs années. J'avais eu des petites amies noires, mais comme j'avais déjà eu des petites amies chinoises, mais je n'étais pas resté très longtemps. Voilà. Bon, j'ai eu des aventures, disons. J'ai eu des aventures avec des femmes de tous les continents, mais je ne connaissais pas, non, de l'intérieur, une famille africaine, une communauté africaine, c'est vrai. C'est quoi, qu'est-ce qui a changé en fait par rapport à ce que vous... Ah, pour moi, rien, ça n'a rien changé, mais ça m'a tout de suite intéressé, quoi. J'étais curieux, avide de tout. Je demandais des petits abords au début, n'étaient pas tellement bien pris. On allait dans un restaurant qui maintenant a fermé, malheureusement, qui était le petit QG centrafricain, parce que les centrafricains, il n'y en a pas beaucoup, il y a beaucoup moins que des Aïrois dans Paris. Alors on avait un QG où se réunissaient dans les 8e là-bas tous les centrafricains, donc dès qu'ils les entendaient parler dans leur langue, qui est le sango, je notais des mots et tout ça, ça me plaisait, ça m'intéressait. Alors au début, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fait là, le blanc avec son carnet à tout noter, tout ce qu'on dit, il prend des notes, quoi, il nous espionne, quoi, oui. Et après sur la musique, tout, je posais des questions, c'est la curiosité, quoi, ça a éveillé ma curiosité de manière intense. Donc ça se transforme en livre, toujours dans ces cas-là. Quand quelque chose éveille ma curiosité de manière intense, pour moi, ça se termine en un livre. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes monomaniaque? Non, parce que je vous dis que c'est le seul livre que j'ai fait sur l'Afrique et j'en ferai sans doute pas d'autres. Une fois que j'ai fait un livre sur un sujet, j'essaye de... C'est un peu... Donc c'est le contraire d'être monomaniaque. Je suis monomaniaque du point de vue de l'écriture. Voilà. Mais pour moi, l'écriture, c'est comme un phare, si vous voulez, ou une lumière dans la nuit, dans la vaste nuit du monde et de la société contemporaine, que je dirige où je veux. Alors si je la dirige pendant un certain nombre de temps, le temps de faire le livre, qui n'a rien à voir avec ma vie privée, c'est autre chose. Si je la dirige sur une communauté africaine, je capte tout ce qui vient de cette communauté africaine, ou de cette africanité, pour emprunter un barbarisme, et ça se transforme en écriture en moi. Mais après, je peux la capter sur autre chose. J'ai fait des livres sur des tas d'autres choses, j'ai fait des livres sur les écrivains,
il y a des tas de sujets dans le monde sur lesquels parler. Moi, je suis le contraire d'un écrivain monomaniaque, c'est-à-dire je ne reviens pas tout le temps à chacun de mes livres sur le même sujet. Au contraire, je fais des livres qui sont assez différents les uns des autres. Ce qui déroute un peu les critiques littéraires, c'est pour ça qu'ils comprennent mal ça. D'accord. Mais quand je disais monomaniaque, c'était par rapport à votre choix à vous. Parce que, par exemple, dans votre bouquin, vous montrez la différence entre une femme blanche et une femme noire. Ça, c'est quelque chose, j'ai lu beaucoup, Ah oui, vous voyez le passage. Oui, bien sûr, oui, ça a beaucoup déplu, ça, évidemment. Oui, donc est-ce que c'est ce que vous pensez, vous Non, c'est-à-dire il y a plusieurs personnages, dont un que j'ai un peu rendu un peu caricatural, mais en même temps que j'aime bien, c'est le personnage qui s'appelle Olivier Kahn, le galeriste, qui lui est marié à une Sénégalaise. Alors c'est un personnage complètement inventé, et ce couple-là est un peu inventé. J'ai un peu pris comme modèle, mais très légèrement, Nadia et Elie, donc nos amis gabonais, enfin ce couple mixte avec cette gabonaise, mais lui ne tient pas du tout les discours comme ça, et comment dire, j'ai voulu montrer, si vous voulez, comme vous faites un livre, quand vous êtes écrivain, enfin moi c'est comme ça que je le conçois, il ne faut pas être dans la faiblesse, il ne faut pas être dans la pleurnicherie, il ne faut pas demander la permission à autrui d'exister. Donc je me suis dit, j'ai réfléchi au rapport entre l'Occident et l'Afrique, et je me dis, ça fait quand même plusieurs siècles que l'Occident est violemment, est dans une violence à la fois verbale, culturelle, de civilisation et physique, contre l'Afrique et contre les Africains. Un écrivain, il n'est pas là pour dire quel malheur, qu'il y a eu tellement d'esclavage et tout ça, pour pleurnicher. Un écrivain, il rend violence par violence, voilà. C'est-à-dire, vous avez vécu par le glaive, comme dit le Christ, vous périrez par le glaive. Alors, c'est cette idée-là que j'ai de la littérature un peu comme guerre. Alors je me suis dit, il faut que je mette dans mon... Il faut que je montre, c'est une vision un peu idyllique de la littérature, c'est que la littérature peut, à elle toute seule, si vous voulez, combattre l'ensemble du reste du monde. C'est ce que j'avais fait dans mon livre précédent, où j'ai attaqué De Gaulle et l'esprit français de la manière la plus intense et la plus violente possible, mais pour moi, un écrivain est capable de faire ça lui tout seul. Un seul écrivain peut dénoncer, alors ça peut être Balzac, ou Molière peut dénoncer l'ensemble des travers de son siècle. Un seul écrivain a rendu à tout jamais ridicule les docteurs du temps de Molière. C'est Molière lorsqu'il parle ou les précieuses ridicules, vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est la puissance intime de la littérature. Donc je me suis dit, là, je vais m'attaquer, mais pas de manière idéologique, au racisme blanc, ou au colonialisme, au néocolonialisme blanc, en les rendant grotesques et en disant, ces blancs, vraiment, c'est des gros lourds, c'est juste parce qu'ils sont jaloux des Africains, etc. Donc j'ai un peu outré le propos, mais c'était dans cette idée-là. C'était dans l'idée de rendre aux Blancs un peu de cette violence, mais en transformant en littérature, dont ils accablent l'Afrique depuis tant de temps. C'est un peu illusoire, évidemment, c'est un peu à la fois romantique, quasiment, comme idée, vous voyez. Mais c'est l'idée qu'un écrivain, il ne doit pas être dans la tristesse et dans la fiction. Voilà. Il est plutôt dans la réponse et dans le défi. Voilà. Alors donc j'ai mis un personnage, et ça a été exactement perçu comme ça, c'est-à-dire ça a énervé tous les journalistes blancs que je connais, qui l'ont pris comme les pauvres, comme s'ils étaient persécutés, comme si c'était eux qui étaient persécutés, vous voyez, c'est ce qu'on m'a dit. Des fois, on m'a dit, mais on vous accuse de racisme à l'envers, choses comme ça. Je dis, oui, écoutez, les pauvres Français, c'est vrai qu'ils sont persécutés en France, on ne prend pas assez leur défense. Ça devient grotesque, quoi, vous voyez. Non, mais parce que ce qu'on comprend en lisant le livre, c'est que pour vous, en fait, enfin pour vous, pour le narrateur, la beauté, elle est noire avant tout. Non, elle n'est pas noire avant tout, mais elle est noire aussi. C'est assez compliqué, c'est-à-dire qu'il y a une beauté spécifique, noire, de la femme africaine, que j'ai voulu décrire. J'ai pas dit que c'était la seule beauté. C'est pas mon 20e livre sur les noirs, ou sur les femmes noires, ou sur à la grandeur de la femme noire, mais j'ai voulu montrer que c'était une beauté spécifique qui n'était pas vue en tant que telle. Voilà. C'est quelque chose que les blancs ne voient pas, par racisme, par réflexe raciste. Et souvent ils ne perçoivent pas ce qu'il y a. Mais c'est vrai aussi, j'aurais pu dire des hommes, bon je ne suis pas homosexuel, mais j'aurais pu dire la même chose des hommes africains. Il y a une beauté esthétique immédiate chez les Africains, et par exemple quelqu'un, je suis en train de regarder là, il me dit bonjour dans la glace, c'est Baudelaire, que lui a décrit par exemple, voilà. qu'il a un peu perçu, c'était le premier couple mixte de la littérature, c'est Baudelaire et Jeanne Duval. Donc vous voyez, c'est quand même c'est quelqu'un qui avait senti, il avait vécu dans ce qu'on appelait autrefois les îles Bourbon, quand il était très jeune, Baudelaire. C'est une digression, mais enfin c'est un peu en rapport avec ce qu'on dit. Et les îles Bourbon, c'est-à-dire c'est devenu, c'est la Réunion je crois maintenant. Donc c'était les colonies de l'époque. Et donc il a été, ce qui était assez rare au XIXe siècle, on ne voyageait pas comme maintenant, il n'y avait pas tout ça, il a été au contact de populations de Noirs, alors qu'il y en avait très peu à l'époque. Et ça apparaît dans toute sa pensée, dans tous ses poèmes, dans beaucoup de ses poèmes, cette manière, ce que lui appelle le nonchaloir, enfin une certaine douceur, une sorte d'énergie, mais pas agressive,
qu'il y a dans le corps des femmes noires en particulier, mais on pourrait dire aussi la même chose dans le corps une élégance, vous voyez, quelque chose qui est assez manifeste quand on observe des Africains, des Noirs, et que les Blancs ne voient pas. Parce que les Blancs, les Français, disons, pour parler, je sais pas, un Noir américain pourrait dire peut-être les mêmes choses des Américains, mais moi je connais mieux les Français que les Américains. Les Blancs sont la civilisation occidentale, disons, pour dire les choses de manière plus générale, est complètement parasitée par des idéologies qui viennent tendre un bouclier entre ce que le corps est capable d'exprimer et la manière dont on parle du corps. C'est pour ça que dans la littérature, la jeune littérature contemporaine, on parle beaucoup du corps de manière très misérable. Les romans contemporains des contemporains, donc des écrivains d'aujourd'hui, parlent beaucoup du corps d'une manière souffreteuse, le corps, les vomissements, la putréfaction, le ceci, le cela, on assimile le corps à de la viande. Donc c'est vraiment une vision du corps qui est aveugle à ce que le corps peut avoir de solaire, d'énergique, de joyeux, que moi je trouve beaucoup chez les Africains, mais pas seulement. Le rapport au corps, le rapport à son propre corps est un rapport positif. Voilà. Et ça m'a beaucoup plu en effet. C'est pas seulement chez les Africains, mais ça existe aussi chez les Africains que moi j'ai pu observer. Vous voyez, donc c'est un rapport à la... Et puis tous les films que j'ai pu voir sur l'Afrique ou sur les Africains, je pense principalement au film de Jean Rouch, me confirment dans cette idée-là. Il y a un rapport à son corps, un rapport à la nature, parce que notre corps c'est quand même ce qu'il y a de plus naturel en nous, qui n'est pas entravé par le langage, qui est complice de la parole, parce que pour moi c'est très important cette différence entre la chair et le verbe, le corps et la parole ou l'écriture. Les deux fonctionnent beaucoup mieux ensemble, me semble-t-il, traditionnellement en Afrique et dans les civilisations africaines qu'en Occident. En Occident, ça fonctionne bien que dans la littérature, que dans oui, c'est ça, dans la littérature. Est-ce qu'il y a des Africains hommes qui ont lu votre bouquin et qui vous en ont parlé? Oui, quelques-uns, oui, parmi des amis centrafricains, oui, en général, ils ont bien aimé, oui. Oui. Parce que moi, personnellement, je l'ai lu après mon copain, et on a discuté tous les deux, et il se disait... Vous voulez un peu de thé? Oui, je veux bien. Ouais. Allô? Oui. Bonjour. C'est moi. Ça va? Ouais, ça va. Non, c'est pas ça, c'est parce que je suis en train de faire une interview. Et non, c'est pas grave. De toute façon, ouais, non, mais... Ouais. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un ou pas? Parce que là, je sais pas encore combien de temps je vais en avoir, mais parce que je dois passer pour rendre mon papier, et je me demandais si j'allais pas l'envoyer en mail. Ouais. Donc tu préfères que je l'envoie sur ta boîte à toi ou... D'accord. Je vais l'envoyer en mail, et puis de toute façon, je t'appellerai pour te confirmer. Non. Est-ce qu'on doit être sur le... Ah oui, on doit être sur... Vas-y, va te mettre en face, je viens de voir sur la caméra. Salut. Je t'appelle, salut. Qu'est-ce que vous voulez comme thé, Jackie? Voilà. Lipton, il y a des thés classiques, thé aux fruits rouges, à orange, tout ça, non? Orange. À l'orange? Il est orange, chérie? Ouais. Donc, alors, vous êtes en train de nous dire... Votre copain l'a lu avant vous, c'est ça? Voilà. C'est lui qui en a entendu parler, qui a voulu le lire et qui lui a dit tiens tu devrais lire ça, ou c'est vous qui lui avez fait lire Non, mais parce qu'en fait on est parti chez Gilbert Joseph ensemble, et il a vu le livre sur l'étalage, et donc il a lu un peu Quatrième de couvre, et il n'était pas intéressé au premier abord. Parce que, comme je vous ai dit... Il a cru que c'était un livre porno, c'est ça? Non, mais c'est pas ça, c'est que ça transmet pas vraiment l'histoire. C'est vrai. Ouais. Et donc, bon, il l'a pris quand même parce qu'il hésitait entre Plateforme et celui-là. Ah oui, je suis flatté qu'il m'ait choisi moi plutôt que... Il a dû lire Plateforme aussi, non? Non. Ah bon, je suis très flatté. Et donc, Et donc il l'a lu avant moi, et donc j'entendais ses commentaires, ou bien il me faisait lire certains passages et tout ça. Et puis entre autres, quelque part c'est drôle parce que
les choses dont vous avez parlé, ou bien les discours et tout ça, c'est quelque chose qui est très proche de sa façon de voir les choses. Oui. Parce que lui aussi, c'est quelqu'un, bon, il a découvert les Africaines et il s'est intéressé à la culture, à la musique, à tout ce qui attache aux Africains. Et donc, ça l'a encore plus intéressé parce qu'il a retrouvé des choses, ou bien, musicalement parlant. On mettait la chanson Premier Gaou, c'est un vrai qu'il connaissait aussi. Donc, il s'est un peu beaucoup retrouvé dans le bouquin. Et puis aussi, c'est quelqu'un qui est très fasciné par le corps des femmes africaines. C'est un truc ça. Il est toujours sorti avec des africaines Non, il est sorti avec des filles un peu partout, asiatiques, maghrébines, algériennes, tout ça, mais il est fasciné par le corps des femmes noires, mais plutôt africaines. Africaine, c'est quelque chose qu'il faut expliquer. Depuis, il est devenu monomaniaque, c'est africaine, et point, il voit plus rien d'autre. Et on a discuté ensemble et il me disait que pour quelqu'un qui est noir, lire le livre, ce livre-là, c'est un peu embêtant dans le sens où vous avez quand même des descriptions, des choses très sexuelles par rapport à la femme noire. Et il y a déjà un conflit entre les noirs et les blancs par rapport aux femmes, dans le sens où ils disent si elles viennent, si ils viennent prendre nos femmes, c'est parce que il y a cette question, cliché qu'on a par rapport à la femme. Pur intérêt sexuel. Voilà, les clichés qu'on a par rapport à la femme noire. Et donc lui se disait, c'est pas un bouquin qu'on ferait lire à quelqu'un. Un noir ou un africain. À mon frère, par exemple. Oui, oui, je peux comprendre. Et en même temps, bon, il se trouve que, je vous dis, moi, c'est mon 10e livre. Donc j'ai beaucoup écrit. À chaque fois que j'ai écrit dans les livres où j'ai raconté des histoires avec des femmes, c'était des blanches à chaque fois, je parlais aussi de la sexualité. Pour moi, c'était pas une manière de faire un truc général. C'était, d'ailleurs dans le livre, je décris ce corps-là en particulier, le corps de cette femme-là et le rapport qu'a ce peintre à ce corps-là. Je parle pas des autres, je dis pas il a baisé, il baisse avec des noirs, ou voilà ce que c'est que de baiser avec une noire. Ça, il y a des livres comme ça, qui sont plus là-dessus. Par exemple, un type qui s'appelle Marc Treillard, je me souviens plus, qui vient de faire un livre aussi à la sortie, à la rentrée littéraire, là. Où lui, c'est plus un peu ça, c'est plus un éloge de la sexualité avec des africaines. Moi, c'est pas du tout ça, ce livre-là. Mais c'est vrai que je parle beaucoup de la sexualité de ce couple-là, parce que ça fait partie de la vie d'un couple aussi, enfin de la manière dont on est avec une femme. Donc c'est vraiment cette femme-là que j'ai voulu décrire. Alors, il se trouve qu'elle est noire, qu'elle est africaine, donc elle a des réflexes que toutes les femmes africaines ou toutes les femmes noires ont, elles se crèment, des choses comme ça. Bon, et ça c'est intéressant à décrire. Mais c'est pas dans une idée, c'est pas dans une volonté de conversion ou de dire oui c'est mieux de faire l'amour avec une noire qu'avec une blanche, c'est ridicule. Non, parce qu'en même temps, je vais dire pour quelqu'un qui va pas lire le bouquin, qui va lire que la Cassandre de Foucault, ah oui c'est sûr, oui. Ça donne une image faussée un peu déjà du roman et puis de ce que vous pensez vraiment. Oui, bah oui, mais ça c'est à la fois les impératifs. Puis ça m'amusait pour moi, et bon, il y a un truc, je suis un peu incorrigible là-dessus, c'est que ça m'amuse à l'idée de faire chier les gens quand ils se disent, c'est le contraire de ce qu'il faudrait faire. Il faudrait mettre un truc qui donne envie d'acheter le livre. Moi, c'est plutôt l'idée, pas tellement les lecteurs, mais surtout les journalistes, vous voyez, des trucs comme ça. J'ai voulu faire de l'anti-plateforme, voilà, si vous voulez. Ce qui plaît tellement de chez Welbeck, c'est la description de cette sexualité misérable, le type qui se tape des putes en Thaïlande, et voilà. Mais de manière, c'est vraiment où il n'y a aucun érotisme, aucune sensualité. Moi, j'ai voulu montrer que mon livre, c'était tout l'inverse. Donc, j'ai pris ce passage-là précisément pour aller contre ce genre de littérature. C'est vraiment une déclaration de guerre à la littérature misérabiliste de notre époque. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi. Mais c'est plus en pensant à ces gens-là et aux journalistes, en gros, aux gens qui, aujourd'hui, ne jurent que par la littérature misérabiliste. Je n'ai pas pensé aux lecteurs ou aux gens qui allaient lire, qui allaient dire, merde, mais c'est quoi ce livre? C'est un livre porno, je ne vais pas l'acheter. Non, mais en même temps... Mais c'est vrai que ça donne pas tellement une image très globale du livre. Mais c'est moi qui ai choisi ce passage-là, c'est vrai. Oui. Mais est-ce qu'on vous a... Enfin, il y a eu un retour par rapport au genre de personnes qui ont acheté? Parce que moi, personnellement, en tant que femme africaine, moi, ça m'a pas choqué. Au contraire, j'ai trouvé ça comme un hommage, quelque chose par rapport à la femme. Donc ça m'a pas dérangé de le lire. Au contraire, j'étais flattée de voir qu'il y avait des hommes blancs qui avaient une attitude. Il y en a beaucoup d'ailleurs, mais qu'ils mettent rarement en livre parce qu'ils ne sont pas écrivains, c'est tout. Ouais. Mais par contre, je verrais plus ceux que vous appelez les beaux-frères lire ce bouquin-là. Vous les voyez moins ou vous les voyez plus le lire? Vous les voyez plus parce que les beaux-frères, c'est ceux qui sont en comics, c'est ça.
si j'ai bien compris. Les beaux-frères, vous connaissez ça, c'est que pour les Africains, on appelle un beau-frère un blanc qui vient s'intégrer à la famille, quoi. Donc voilà. qu'il soit marié ou pas, voilà, c'est ça. J'aimerais plus lire ce livre-là parce qu'ils sont concernés au premier abord. Oui, écoutez, très franchement, je sais pas. Vous voulez parler les beaux-frères, c'est-à-dire les blancs mariés avec, ou les blanches mariées avec des Africains? Ah oui, voilà, d'accord, oui. Oui, alors eux, en effet, ça leur parle plus naturellement, je pense, oui. C'est évident, c'est vrai que c'est pas un livre fait pour apprendre quoi que ce soit aux Africains. C'est pas un livre fait pour les Africains, parce que d'abord, c'est pas un livre de militantisme, et puis surtout, les Africains lisent des livres sur l'Afrique, des livres politiques, ils s'en foutent de ce qu'un blanc peut raconter sur son histoire d'amour avec une Africaine, c'est pas nouveau pour eux. Donc c'est vrai que c'est pas fait. Mais il se trouve que j'écris en français et en France, donc mon public est d'abord le public français, par définition. Mais les quelques Africains qui ont pu lire, mais bon, c'était aussi parce qu'ils m'aiment bien, donc mais ils n'avaient pas dire du mal. Mais c'est vrai que ça pas. Il y en a qui ont été choqués, mais c'est vrai que c'est pas le public spontané de ce livre. Mais je sais pas s'il y a un public spontané de ce livre, parce que les Français sont assez choqués aussi. Eux, c'est à l'inverse, ils sont choqués parce que je dis trop de bien des Africains. Ah, oui. Ça va au contre. Oui, ça va dans contresens oui. de ce qu'ils pensent. Ah oui, c'est pas de ce qu'ils pensent, mais ils ne le savent pas, mais ils ont tellement de préjugés et de clichés qu'ils croient que moi j'en fais trop dans l'autre sens. Alors cet éloge, cet hommage que vous avez bien perçu comme un véritable hommage aux Africains et à l'Afrique, enfin aux Africains disons, et aux Africaines, eux ils trouvent que j'en fais trop. Oui, c'est compliqué, alors c'est pour ça qu'il y a eu des réactions très presque délirantes d'agressivité contre ça. Des gens qui disent mais qu'est-ce qu'il raconte, il décrit les Noirs en train de danser, c'est raciste, c'est comme dire les Noirs ont la danse dans le sang. Le type, il n'a jamais vécu une soirée avec des Africains, il sait pas que il connaît rien sur l'Afrique, il ne sait pas que la danse est un des moyens d'expression essentiels en Afrique. Il ne s'agit pas de dire les Noirs ont la danse dans le sang, ça, évidemment c'est une conception raciste, presque agressive. Mais dire que quand des Africains sont ensemble, et qu'on dîne ensemble ou qu'on est ensemble, et bien que la danse vient à un moment ou à un autre, on se met à danser, on écoute la musique, on se met à danser parce que c'est quelque chose de l'ordre de cette civilisation-là, et que aussi les rapports entre les êtres humains passent par le rythme et par la manière dont les corps se sentent bien dans le rythme, c'est une évidence pour n'importe quel Africain. Et pour des petits journalistes blancs qui ont vraiment comme on dit, des petits blancs white trash, vous voyez, les petites ordures blanches qu'on appelle ça aux États-Unis, qui eux sont dans le milieu littéraire et tout, et qui voudraient que tout le monde soit égaux et que tous les Noirs se comportent exactement comme eux ils se comportent quand eux ils sont dans un dîner à parler de Welbeck et tout ça, ben non. Vous voyez, donc vous entendez ça, les braves vous entendent, vous dites mais ce con-là il connaît pas, il n'a jamais vu passer 2 heures avec des Africains, il ne sait pas ce que c'est. Donc vous voyez, tout est inversé, les gens ont une animosité contre les Africains, et donc du coup ils accusent quelqu'un qui dit du bien des Africains d'être dans l'animosité, alors c'est l'inverse, d'être méchant contre les Français, alors c'est l'inverse. J'ai pas du mal, j'étais très méchant contre les Français dans mon livre précédent, ça va, ça c'est vrai, mais pas dans ce livre-là. C'est pas un livre contre les Blancs, c'est un livre pour les Noirs. Et du coup les Blancs, qui eux n'aiment pas les Noirs, d'une manière générale, le racisme est quand même assez flagrant dans ce pays, le sentent comme une offense. Ils n'aiment pas qu'on dise du bien des Africains. C'est marrant quand même, vous voyez. Donc le racisme contre mon livre est venu à ce niveau-là. Au niveau ils ne le disent pas, ils disent pas j'aime pas les Noirs. Mais ils disent mais comment peut-on dire les choses comme ça avec un tel manichéisme oui, ils le disent de manière intellectuelle, à leur manière à eux, mais c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire je ne supporte pas que quelqu'un ait osé dire du bien des Noirs. Ils ne le disent pas comme ça, mais c'est exactement comme ce que je vous disais de l'intégration, de l'assimilation, c'est que c'est un concept raciste qui se prend pour un concept généreux. C'est-à-dire je vous accueille, je vous assimile, venez dans mon pays, devenez comme moi, français, etc. Mais le fond de ça, c'est une volonté raciste que l'autre ne soit pas autre. Mais en même temps, ce qui est dommage dans votre livre, c'est que vous décrivez le côté un peu superficiel. Je décris ce que je connais. Je ne connais pas l'Afrique, donc je n'ai pas voulu parler de l'Afrique. J'ai voulu décrire aussi une histoire singulière. C'est-à-dire, j'ai beaucoup parlé de peinture, et j'ai beaucoup parlé de ce que cet homme éprouve pour cette femme. Donc c'est pas vraiment un livre général. Là on parle en termes généraux, je vous parle de ma propre expérience, mais dans le livre, qu'est-ce que je pouvais décrire de plus qu'une histoire d'amour entre cet homme-là et cette femme-là? Rien. Je ne vais pas parler pour les autres couples mixtes. Parce que là vous parlez par exemple du métier de la prostitution, des sans-papiers, vous parlez des Africains, enfin l'image qu'on a de ces Africains-là, c'est pas une image très positive. Dans le livre, vous voulez dire ou dans Oui. Ah, moi je trouve pas. Parce que c'est un côté assez superficiel. C'est la musique, c'est... Oui, mais c'est superficiel si on veut plaquer sur des Africains
des critères occidentaux. Et pour moi, c'est essentiel que d'être dans la musique, d'être dans le rythme. Alors l'histoire des sans-papiers, c'est des choses, parce que c'est vrai, ça existe. Ma femme n'avait pas de papiers quand on s'est connus. Parce qu'elle venait d'arriver de Bangui et qu'on suffit d'arriver d'un pays étranger en France et d'avoir dépassé le visa touristique, on n'a pas de papier, c'est tout. Mais c'est pas un discours sociologique, si vous voulez. Pour moi, la littérature ne doit pas faire elle doit justement ne pas être dans les généralités. Donc ça reste un peu superficiel au sens où je capte des choses et je l'écris. C'est exactement ce que à un moment je l'explique. J'ai fait ce livre comme j'aurais fait un tableau. Donc est-ce qu'un tableau d'une femme représente toute la vie de cette femme, tout ce que cette femme a vécu, toute son histoire, ou l'ensemble si vous faites un tableau d'une africaine, est-ce que c'est un discours, ou est-ce que c'est une thèse entière sur l'Afrique? Non. C'est un tableau. Donc là c'est un livre qui représente une histoire singulière avec des petits éléments des gens, les sans-papiers, toutes ces choses-là, mais c'est pas un livre fait pour me parler de ça. C'est pas un livre c'est pour ça que c'est pas un livre de militantisme. J'ai pas voulu faire un livre qui apprenne enfin aux Blancs ce que c'était que la condition des communautés africaines dans Paris. Ça, il faudrait faire un truc soit un travail journalistique, soit un documentaire, c'est pas exactement ça, mais j'ai capté certaines choses et je les place à certains endroits du livre. C'est un côté en effet un peu superficiel si on considère qu'il y a d'autres choses à dire dessus. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais c'était pas mon propos à moi. Moi, je fais un roman, donc c'est une fiction, donc c'est un petit roman en plus. Ça m'a été reproché, ça, c'est des copains écrivains qui m'ont dit on a envie d'en savoir plus, envie que tu fasses un travail presque ethnologique plus étendu. Alors c'est faisable, mais alors là, il faut 10 ans. Moi, c'était pas du tout mon but quand j'ai commencé ce livre. Quand j'ai commencé ce livre, j'ai voulu faire un livre sur l'éblouissement d'un blanc qui découvre les Africains. Voilà. C'est le début, il découvre. Donc c'est pour ça que ça reste un peu superficiel, et c'est pour ça que l'histoire se termine très vite. Ils vivent 6 mois ensemble et puis c'est fini. C'est pas 10 ans de vie avec une Africaine. Peut-être dans 10 ans ou dans 15 ans ou dans 20 ans, quand on sera des vieux papas et une vieille maman, je pourrais faire un autre livre sur les Africains de Paris. En plus, c'est les Africains de Paris, c'est pas les Africains d'Afrique. Moi, je ne connais pas du tout l'Afrique. Donc, et par rapport à l'image de la femme noire en général, est-ce que vous pensez que ce que vous avez donné dans votre bouquin, ça contribue à... ça donne un aspect positif, une image positive, ou... Parce que dans la littérature, pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup d'héroïnes noires. Donc, vous, par rapport à votre choix, la façon dont vous avez décrit, la façon dont vous avez écrit, quelle image, en fait D'une part, ça ne changera rigoureusement rien, parce que, comme je vous l'ai dit, je suis assez pessimiste, et je suis même sûr qu'en France, d'une manière générale, les Français n'ont pas de vision très positive des Noirs. Ni des Noirs français, ni des Noirs qui viennent d'Afrique d'ailleurs, ni des Antillais, je crois qu'il y a un racisme gigantesque en France, bon, c'est comme ça, donc c'est pas un livre qui va changer quoi que ce soit. Et surtout, ce livre n'a pas été écrit pour changer quoi que ce soit. J'ai écrit ce livre pour parler de moi. Alors il se trouve que, pour parler de moi, pour parler de ce que, voilà, non seulement de ce que j'ai vécu, mais pas seulement de ce que j'ai vécu, de cette curiosité de départ, qui pour moi est intensément littéraire. Maintenant, ce que les autres vont en penser, d'une certaine manière, je m'en fous absolument, en bien ou en mal. C'est le même esprit qui a mené l'écriture du livre précédent. C'est un livre qui succède au livre précédent, qui était un livre, je vous l'ai dit, qui était très violent contre ce que représente De Gaulle en France. Donc, quand j'ai écrit mon livre sur De Gaulle, je savais bien que j'allais faire plaisir à personne. Je savais bien qu'en France, De Gaulle est une figure absolument mythique, et que dire ce De Gaulle, c'est un gros con, je fais une image, c'est un gros porc, il est bête, il est stupide, il est raciste, il a tous les défauts du monde, et tout le monde l'adore en France. Je savais bien que je n'allais pas me faire d'amis. Je savais bien qu'on n'allait pas applaudir. Donc je ne fais pas des livres pour que les gens, pour métamorphoser l'espèce humaine ou pour que les gens applaudissent. Donc je m'attendais à rien, et les quelques réactions très racistes que j'ai eues, mais de racisme inconscient de la part de ces journalistes, bon, il se trouve que c'est des journalistes, ou alors des femmes blanches qui ont été très vexées. Oh, mais tu dis que les blanches, elles ont un gros cul et tout ça, hein, comment tu oses dire ça et ça, bon. C'est pour blaguer un peu, mais les réactions agressives que j'ai contre vis-à-vis de ce livre, pas de la part d'Africains ou d'Africaines, heureusement, mais enfin souvent de la part de Français, ne m'ont pas surpris. Pas du tout. Mais j'ai pas fait un livre contre ça ou pour ça. On fait un livre dans une grande solitude, vous savez, on écrit, enfin moi en tout cas quand j'écris un livre, c'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai écrit un livre consacré à une histoire avec une Africaine, une héroïne africaine et quelques Africains en c'est que pour moi je considère leur solitude, puisqu'ils sont dans un pays où ils sont minoritaires, être africain en France c'est un pays dans le minoritaire, donc on est un peu dans une certaine solitude, me semble...
comment dire, me semble digne d'être admiré. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes courageux de braver un petit peu les réticences qu'il peut y avoir dans notre... Il y a toujours une certaine solitude. Voilà, alors ça peut être la solitude d'un Africain en France ou la solitude d'un écrivain dans son écriture. Mais pour moi, ces solitudes-là doivent être complices, elles ne sont pas ennemies. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Donc pour moi, être écrivain, c'est être très seul. De toute façon. Pas seulement parce qu'on écrit un livre et qu'on est tout seul quand on écrit un livre, mais on est dans une position très solitaire. Moi, en tout cas, je conçois la littérature comme une position très solitaire. Si on est écrivain américain aux États-Unis, c'est pas pour dire tout ce que l'American base pense. C'est pour faire des choses qui vont contre ce que pense la société américaine. Si on est écrivain chinois en Chine, c'est pas pour dire ce que le gouvernement veut que vous disiez. Vous voyez, c'est... Alors si on est écrivain en France, c'est pas pour dire ce que tous les Français pensent. Mais il se trouve que bon, les Français ne comprennent pas ça, enfin souvent ne comprennent pas ça, ils ont l'impression qu'il faut répéter dans les livres ce qu'on entend à la télé, ce que disent les hommes politiques, patati, patata, y compris dans les discours très positifs, antiracistes, tout ça, c'est pas non plus ce que j'ai voulu faire, et ce serait de la très mauvaise littérature. C'est de faire des romans pour lutter contre le racisme, ou pour lutter... C'est ridicule. Mais c'est plutôt ça, voilà, c'est une solitude qui a épousé une autre solitude. Enfin, c'est des grands mots, mais en même temps, c'est comme ça que je le ressens. En même temps, vous, les femmes dans votre livre, elles se bagarrent souvent. Ça, je ne sais pas comment ça se passe au Zaïre, mais il paraît que dans beaucoup de pays d'Afrique, ça arrive, oui. Ce sont des choses auxquelles vous avez assisté J'ai demandé à interroger ma femme. Vous n'avez jamais vécu au Zaïre? Si, j'ai vécu 13 ans. 13 ans. Les bagarres entre femmes. Il n'y en a pas tellement? J'ai dû sûrement en voir quelques-unes, mais dans votre bouquin, c'est assez... ça arrive souvent, quoi. Bah oui, ça arrive souvent, oui. Alors, oui. Donc ça donne un côté un peu sauvage. Oui, mais je l'ai décrit avec beaucoup de complicité. Ça, oui, en même temps, d'abord, c'est vrai, ça existe, j'ai rien inventé. Il y a des bagarres entre femmes. On a parlé avec d'autres africaines, ma femme, quand elle parle avec des copines ivoiriennes, elle dit chez toi aussi, les femmes, elles se battent entre elles. Elle dit oui tout le temps, souvent les africaines se battent entre elles. Donc j'ai assisté à ça, mais pour un écrivain, c'est fabuleux, si vous voulez. Moi, je m'en fous de comment les Blancs vont voir ça, qui disent oui, ça donne un côté sauvage. Et alors, l'idée, si vous voulez, si on devait en parler sérieusement, c'est que chez les Blancs, il y a une hypocrisie dans les rapports humains, entre femmes, ou entre hommes et femmes, ou entre hommes, qui fait que la méchanceté elle reste plutôt dissimulée et qu'on fait des mauvais coups dans le dos. Une méchanceté plutôt latente. C'est une méchanceté latente, et c'est vraiment une venimosité latente. En France en particulier, où on a toute une tradition de politesse, de culture, et tout ça, qui en fait est un vernis, qui cache beaucoup les mauvais sentiments que les gens éprouvent les uns pour les autres. Vous avez ça dans toute la littérature française, qui exprime ça très bien, chez Stendhal, chez Balzac, il exprime comment les gens s'en veulent les uns les autres, se font des mauvais coups par derrière. Là, ce qui m'a intéressé, c'est que les Africains, dès qu'il y a une jalousie ou dès qu'il y a un conflit, ça éclate immédiatement. Et en général, ça finit quand même par se régler bien. Les gens interviennent, vous voyez, par exemple, dans le restaurant dont j'écris, ou je sais pas, je suppose peut-être vous connaissez ça, mais ça finit par se... On palabre, les choses s'apaisent, mais ça éclate immédiatement. Quoi, tu m'as dit ça, tu m'offenses, tu manques de respect, ça. Un Français dira jamais ça à un autre Français. Mais en revanche, ça va cuire, ça va être de la haine, de la petite haine, tout ça. Donc moi, je l'ai vécu comme quelque chose d'abord d'assez drôle, d'assez comique. Voir des femmes se battre entre elles, pour un homme, c'est assez rigolo. Et même en Centrafrique, on appelle ça le cinéma gratuit, ce que j'ai raconté. C'est-à-dire les hommes, ils se croisent les bras, ils regardent ça. Pour eux, c'est le cinéma gratuit. Donc, maintenant, ce que vont en penser les gens, c'est pareil. Si j'avais voulu rendre les choses différentes de ce qu'elles sont, ou donner un certain visage de l'Afrique, j'aurais été dans le militantisme. Et je ne suis pas dans le militantisme. Donc si ça n'avait pas existé, je l'aurais pas inventé. Mais il se trouve que ça existe, et qu'en plus, je le dénonce pas. Moi, je trouve ça assez beau. Voir des femmes qui se battent entre elles, pour un homme, c'est presque érotique. Vous voyez, c'est jamais très 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 méchant. Bon, c'est pas non plus des coups de pistolet. Mais ça a un côté oui, en effet, pas sauvage, mais plutôt érotique, voilà. Alors, pour un écrivain, enfin pour moi, c'est assez plaisant. Que les gens qui le lisent, si les Français le lisent et disent, ah, vous voyez, ces Africains, c'est vraiment des sauvages, ils se battent entre eux, bon, bah, c'est que c'est tant pis pour eux, c'est qu'ils sont racistes. Vous voyez, on ne va pas changer les clichés que les gens ont. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de sauvagerie en France, entre Français. Ce sont des barbares, quoi. Par bien des côtés, dans leur bêtise, dans leur... Vous voyez. En même temps, vous êtes très, très observateur, je veux dire, dans les rues, par exemple, pour les coiffures, que ce soit le maquillage, vous avez observé, en lisant le bouquin, moi je me suis dit, oui, on en a observé combien, parce que c'est vraiment les façons de faire des filles africaines, et puis cette histoire de... ce qui m'a encore plus fait sourire, c'est par rapport à la chevelure. Parce que pour beaucoup de personnes blanches, je dirais, ça leur passe carrément... mais ils sont pas curieux, Mais vous avez été curieux jusqu'au bout. Oui, mais j'y connaissais rien non plus. Quand j'ai rencontré ma
mari, je ne savais pas ce que c'était de se coiffer, de se tresser, de se natter. J'étais jamais allé chez les coiffeurs afro, je ne savais pas ce que c'était. C'est tout. Les Blancs n'y connaissent rien. Les Français n'y connaissent rien. On n'apprend pas ça à l'école. Donc j'ai découvert ça, et pareil, ça fait partie de tout cet ensemble. Ça m'a semblé merveilleux de voir une femme. Je sais pas, je pourrais vous citer des dizaines, des centaines d'écrivains de tous les temps qui s'intéressent à la manière dont une femme se parle, dont une femme s'habille. Vous avez dans Proust des descriptions merveilleuses des robes des femmes et ça. Moi, je rencontre une femme qui est une africaine et je vois qu'elle a un rapport à son corps qui est très différent de ce que j'ai pu observer chez les blanches. Ça m'intéresse immédiatement. Pourquoi ne pas le décrire? J'aurais mal fait mon boulot si je n'avais pas décrit ça. Alors j'espère que c'est assez... Et à la fois, je le transforme en quelque chose d'esthétique. Mais je parle aussi du rapport au portable, de toutes ces choses-là. Tout ce qui fait partie de la parure féminine, ça m'a intéressé. De même que le corps, ça m'a intéressé de décrire le corps de cette femme-là, ça m'a intéressé de décrire la manière dont elle s'habille, la manière dont elle parle, ses rapports avec ses amis. C'est tout un ensemble. C'est comme je vous disais tout à l'heure, je prends un phare, je prends la lumière et je la concentre, un rayon laser, et je la concentre sur un sujet et j'explore toutes les... Alors, parfois je reste plus longtemps ou moins longtemps sur certaines choses. Là, je suis plus resté longtemps, vous avez raison, sur le corps de cette femme, sur les parures, sur ces choses-là, que sur les problèmes de sans-papier, ceci, cela, où je passe assez vite. C'est parce que je ne fais pas un roman comme on fait une thèse de sociologie. Ou un documentaire journalistique, c'est pas la même visée. Mais ça paraît surprenant parce que vous dites que vous avez déjà connu des personnes de Chinois. Ouais, non, mais jamais. C'est quelque chose qu'on découvre, c'est tout neuf, mais c'était ça, oui, un peu pour moi. Quand je dis j'ai connu. Telle fascination, je veux dire que c'est. Oui, j'ai jamais vécu avec une noire auparavant. Donc j'ai jamais surtout été dans l'intimité d'Africains ou d'Africaines. Donc si vous rencontrez quelqu'un en boîte de nuit, qu'elle soit noire, qu'elle soit blanche, vous ne savez pas d'où elle vient, quelle est sa manière de vivre et tout ça. Ou si vous rencontrez quelqu'un ou une amie ou même Nadia, cette copine gabonaise, moi c'est pas ma femme à moi, je la vois pas se préparer le matin et tout ça. On se voit, on discute, on est copains et puis c'est tout. Après chacun rentre chez soi. Donc là j'ai découvert des choses qu'on ne peut pas découvrir si on n'est pas marié ou si on ne sort pas avec un Africain ou une Africaine. Ou si on ne fréquente pas des Africains tout simplement, de manière assez intime. Donc cette intimité-là, elle était nouvelle pour moi. Ça ne veut pas dire qu'avant, quand je vous dis j'avais connu d'autres noirs, j'avais des amis africains ou noirs français, bon, donc comme tout le monde, quoi, tout le monde a des copains d'origine chinoise ou vietnamienne ou africain. Mais d'entrer dans l'intimité d'Africain, ça pourrait être un homme, c'est pareil, d'Africain ou d'Africaine, évidemment que c'est nouveau pour moi, parce que je n'étais pas marié avec une Africaine avant. Et le rapport à la musique, parce qu'elle revient souvent dans votre livre, c'est parce que vous, personnellement, déjà, c'est une musique, un genre qui vous a touché? Non. Oui, mais que je ne connaissais pas du tout. Oui. Je ne connaissais pas Wenge Mudika, je ne connaissais pas Kofi, je ne connaissais pas tout ça. Maintenant, on a tout ça. Mais pour moi, c'est pas... Si vous jetez un œil à tous mes disques là, vous verrez, il y a principalement des classiques, donc tous les grands classiques, Mozart, Beethoven, et du jazz. Donc ça, voilà, c'est la musique dont je me sentais proche avant d'être ma femme. J'écoute de la musique, on va dans les endroits africains, on va dans les concerts, on va dans ceci, cela. J'écoute cette musique africaine et elle fait partie de ce monde africain que je suis en train de découvrir. Donc elle me parle. Elle me parle, la musique de Wenge Mudika ou la musique de Kofi me parle en tant qu'elle me délivre, à moi, écrivain, un enseignement sur ces Africains parmi lesquels je suis. Vous voyez, elle me parle d'eux, de leur rythme, de la manière d'être, de l'énergie qui se dégage. C'est pour ça que j'ai décrit dans la boîte où ils se rencontrent au début, j'ai décrit les filles entendant la chanson Hélicoptère, Solo va bien, et puis hop, elles y vont, elles se mettent à danser, et ils regardent ça, et il est fasciné. Parce qu'ils voient une communion dans l'énergie qui se dégage de cette musique, et la manière dont ces femmes-là dansent cette musique. Bon, alors on voit pas ça, moi je vois pas ça quand je vois des blancs danser le rock. Vous voyez, ou écouter les Beatles. Qui est ce que moi je connaissais, enfin l'expérience que j'avais de mon adolescence et tout ça. Donc, ça m'intéresse pareil de la même manière, mais c'est pas, je peux pas dire que je suis un fan absolu de musique africaine. J'écoute beaucoup d'autres musiques aussi, j'aime beaucoup la musique africaine, mais moi j'aime bien les trucs plus traditionnels. Alors ma femme c'est plus, ses disques c'est Kofi, tout ça, et puis moi c'est plus les chants pygmées, trucs comme ça, oui. Et est-ce que c'est pas aussi un peu caricatural, parce que quand vous rapportez par exemple la chanson Tonégaou, cette insistance par rapport aux hauts qui sont à la fin. Bah oui, mais c'est parce que ça c'est... Oui, il y a un côté un petit peu comique, ça m'a fait marrer quand j'ai écouté cette chanson pour la première fois. Je sais pas votre copain,
d'entendre du français transformé avec le O à la fin, moi j'ai trouvé ça, pour un écrivain, c'est très drôle de jouer avec les mots. Tout est de l'ordre du jeu de mots. Comme quand je décris la manière dont cette femme joue avec les mots. Alors elle l'appelle Nantoine, elle l'appelle Antoine. Est-ce que c'est caricatural? Il faut partir de l'idée que chaque phrase doit être mise dans une perspective littéraire. Normalement, ça devrait être vrai de tout écrivain. Bon, il trouve que c'est pas vrai de tous les écrivains aujourd'hui, mais pour moi, c'est toujours vrai. C'est-à-dire que quand j'écris quelque chose, c'est pas pour dire d'abord, pour décrire la réalité humaine. C'est d'abord pour placer les choses dans une lumière littéraire. Donc, quand je parle de la manière dont quelqu'un parle, j'ai fait dans mes livres précédents, j'ai parlé de l'accent qu'avait ma grand-mère, qui avait un accent yiddish à couper au couteau, et j'ai mis dans une lettre entière, enfin dans une page entière, toute sa manière de parler à elle. Elle parlait très mal le français. Mais je l'ai mis avec une grande tendresse, avec une sorte d'amour pour cette manière de déformer les mots, parce que moi, en tant qu'écrivain, ça m'intéresse la manière dont on joue avec les mots. Alors, pareil, ça peut être mal pris. J'ai cité une lettre. Non, mais ça n'a pas été mal pris, hein, c'était juste. Oui, c'est comique, mais c'est fait avec. Quand je l'ai fait, j'ai vu le côté à la fois comique, et j'ai vu que c'est pas pour dire. C'est pareil, ça peut être un révélant, on peut dire oui, vous voyez, il dit que les Africains savent mal parler le français. On pourrait le prendre comme ça, mais ça veut dire qu'en soi-même, on a déjà des clichés racistes. Moi, c'est pour dire, cette chanson ivoirienne où il joue avec les mots de la langue française, c'est à la fois amusant, et pour un écrivain, ils sont tout de suite complices de ça. Les écrivains, ils ne sont pas dans la pureté de la langue, ils sont au contraire, c'est eux qui sont les premiers à tordre la langue, à faire des jeux de mots, comme ça. Moi, je fais ça depuis que j'écris des livres. Donc c'est le rapport à la verbalité, à la langue qui m'a intéressé. Et voilà, je vous dis, pour vous donner un autre exemple, pour montrer que ça m'arrive pas seulement avec les Africains, j'ai cité une lettre du père de ma mère, qui est mort pendant la guerre, qui a été déporté, et qui parlait très mal le français. Et il avait écrit une lettre très, très attendrissante et très touchante, peu de temps avant de mourir, à sa femme, donc la mère de ma mère, et dans laquelle il parlait de ma mère. Et il ne savait pas du tout écrire le français, donc il a fait plein de fautes d'orthographe et plein de fautes de français. Et j'ai écrit, dans un livre précédent que j'ai fait il y a 4-5 ans, j'ai recopié toute la lettre telle qu'elle. Et ma mère, ma vraie mère, pas la mère raciste, mais la vraie, a été très mécontente. Elle m'a dit, mais tout le monde va dire, tout le monde va savoir que mon père parlait mal le français. Elle n'a pas vu que moi c'était un acte d'amour pour mon grand-père, que de montrer que dans son français à lui bizarre, moi je me reconnaissais en tant qu'écrivain. Alors que moi je parle parfaitement le français, j'ai une scolarité ici et que je suis parmi les écrivains, je suis assez cultivé, je sais très bien manier les mots, je sais très bien jouer avec les mots, j'ai pas de problème vis-à-vis des mots. Donc c'était au contraire, c'était pour lui l'amener dans mon camp, dire voyez, si moi je suis devenu un écrivain français, c'est aussi parce que j'ai des grands-parents qui parlaient mal le français et qui donc m'ont montré qu'on avait le droit de tordre la langue française. Donc vous voyez, c'est pour vous donner un exemple qui montre que ça n'a rien à voir avec les Africains. Alors là, quand je parle de la manière de parler dans cette chanson-là, ou dans ces manières-là, ou quand je mélange assez mal, parce que j'ai trouvé personne qui arrive à me traduire exactement et à me redonner mot à mot les paroles de la chanson Solo la bien. Alors j'ai appelé le producteur. C'est pas très traduisible. Oui, c'est ça, je les ai appelés, j'ai appelé le producteur, et il m'a dit écoutez, c'est improvisé, on ne peut pas vous dire en mot à mot ce qu'il dit, c'est ça. Alors j'ai essayé de capter, de recopier un peu les phrases en français. Mais là c'est pareil, le mélange entre le lingala et le français, ça m'a beaucoup plu. Ce que fait Kofi souvent, bon, voilà. Donc, mais c'est pareil, ça me plaît parce que ça rentre dans ma conception à moi de la langue. Qui est pas, la langue pour moi, c'est pas une forteresse absolument, comment dire, dans laquelle on n'a pas le droit de pénétrer, où on n'a pas le droit de chambouler les choses. Au contraire. Si on revenait au couple mixte, est-ce que vous, votre façon de voir les choses, vous dites que vous êtes pessimiste, mais est-ce que votre façon de voir les choses pour l'avenir, est-ce que vous croyez que ce sont des choses qui vont se faire plus ou parce que quand on regarde, la société quand même est assez réticente par rapport au mélange des races et tout ça, et puis quand je regarde la lettre, la fameuse lettre qui est écrite, parler de Négrillon et puis d'achever ce que Hitler n'a pas réussi à faire. Et est-ce que vous trouvez que la société française évolue par rapport à ça ou Oui, très franchement, non, je pense qu'il faut être très pessimiste. Je pense pour plusieurs raisons. D'abord parce que les Français sont un des peuples les plus racistes au monde, traditionnellement, depuis des siècles. Que d'autre part, le racisme, c'est quelque chose dont on ne se débarque pas facilement. Je veux dire par là qu'il est quelque part dans la société, et même si des discours, si on voit des rappeurs, des trucs, beaucoup de discours antiracistes, apparemment à la surface de la société, dans les journaux, on n'a plus le droit aujourd'hui de dire des choses racistes, on peut être attaqué en justice si on traite un noir seulement, etc. Heureusement. Mais dans les réalités intérieures des gens sont d'un racisme délirant. Beaucoup, 90% de la population française est très raciste.
Donc, est-ce que ça va disparaître? Non, il n'y a pas de raison que ça disparaisse. C'est en eux, c'est leur manière de voir les choses, ça vient de très loin, ça vient de leurs parents, leurs grands-parents. Il y a tout un rapport en plus entre, en ce qui concerne l'Afrique, entre la France et l'Afrique, il y a un rapport de colonialisme d'abord, et ensuite aujourd'hui de néocolonialisme qui n'a absolument pas disparu. Donc, ça, c'est à la fois dans les mentalités françaises, mais surtout à un niveau plus haut dans la manière dont le gouvernement français, dont les différents gouvernements français traitent l'Afrique et traitent avec l'Afrique, avec la complicité des chefs d'État africains, évidemment, qui eux-mêmes sont dans une mentalité très colonialiste. C'est-à-dire que la manière dont, ça nous emmène assez loin, mais tout ça est assez intriqué. La manière dont les chefs d'État africains, de quasiment tous les pays africains, donc ils sont des despotes pour la plupart, des tyrans ou des tyrannos, traitent leur peuple, c'est la manière dont les Blancs traitaient les Africains quand ils étaient en Afrique. Même si eux disent le contraire dans leur discours et disent nous sommes décolonisés, nous sommes l'indépendance, et vive la République démocratique du Congo pour le nouveau Zaïre, et vive la Centrafrique, ça pour la Centrafrique, c'est pareil partout. Et encore très récemment, là, on vient de regarder, on a vu à la télé ce documentaire sur Elf, je ne sais pas si vous l'avez vu il y a 3 jours. Là. Voilà, on voit les chefs d'État africains, les uns après les autres, qui se laissent corrompre. Bon, ça les Africains le savent bien, je veux dire, les intellectuels africains qui étudient l'histoire de leur pays savent très bien qu'il n'y a rien à attendre des chefs d'État. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces chefs d'État-là se comportent vis-à-vis de leur peuple exactement comme les colons, les grands propriétaires terriens qui sont venus en Afrique et qui ont asservi l'Afrique se comportaient. Alors, il n'y a plus l'esclavage, mais il y a c'est quasiment l'esclavage, la manière dont on traite les populations en Afrique, dont les Africains, les gouvernements, traitent leur propre population avec évidemment la complicité et la manipulation en très haut lieu des Blancs, c'est-à-dire en l'occurrence de Elf, depuis De Gaulle. Vous voyez, tout ça est tellement intriqué que pourquoi ça changerait? L'Afrique est en train de mourir à cause de ces choses-là, qui durent depuis des années, des siècles, des décennies. Alors tout un continent qui est en train de mourir, qu'on laisse mourir également du sida, parce que tout ça est très politique, c'est pas juste la fatalité, c'est pas comme la famine. Et même la famine, le peuple a toujours des moyens un peu de lutter contre. C'est parce que les grands laboratoires pharmaceutiques occidentaux ne veulent pas, veulent gagner beaucoup plus d'argent, et ils ont en plus, il y a des calculs très cyniques, ils ont toute une population sur laquelle ils peuvent faire des tests, ils peuvent voir, plus le racisme qui fait que ça ne dérange pas tant de monde que l'Afrique meurt. Après tout, elle est asservie depuis 3 siècles, on l'a colonisée, on l'a dévastée, on l'a pillée, ben maintenant elle meurt, c'est tout. On en a suffisamment profité, les Occidentaux ont suffisamment procédé, ça leur fait plaisir. Donc, en France, maintenant, pour le cas des couples mixtes, est-ce que ça va changer? Non, ça ne va pas changer, il faut s'attendre. Moi, je suis même étonné que pour l'instant, on n'ait pas eu encore de manifestation de racisme. Pour nous deux, de petites réflexions, de petites choses comme ça. Est-ce que c'est parce que je fais 1m83 que si je faisais 1m60, les gens seraient un peu moins lâches et ils oseraient dire tout haut ce qu'ils pensent? Je ne sais pas. Mais on sort peu en même temps. Moi, je n'essaie pas d'imposer ma vision du monde aux gens, donc je fréquente peu de gens. Je fréquente plus quasiment des Africains aujourd'hui que des Français, parce que les Français ne m'intéressent pas, je les connais par cœur, je les connais depuis que je suis né, donc je préfère être avec des Noirs qu'avec des Blancs. Je m'amuse plus, moi je trouve qu'on s'amuse plus quand on fait des soirées africaines que dans les cocktails français. Alors, de temps en temps, on va s'amuser un peu dans les cocktails littéraires et tout ça, mais enfin, c'est très décadent, donc bon, moi je connais un peu ça. Pour Marie-Viviane, c'est un peu nouveau, mais on s'amuse un peu, mais enfin, en même temps, moi je trouve ça moins amusant pour moi qu'il y a moins d'énergie que dans une soirée africaine, quoi, c'est tout, africain. Quand on dit que la France est découverte une minorité, enfin des minorités avec la Coupe du Monde, et puis ils ont changé, c'est plus de surface. D'une part, et puis c'est de la propagande, c'est des conneries. Vous croyez sous prétexte que Zidane est d'origine algérienne, les Français aiment mieux les Arabes? Les Français n'aiment pas les Arabes, ils n'aiment pas les Noirs, ils n'aiment pas les Juifs, ils n'aiment pas les étrangers, c'est tout. Donc ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé, ça ne changera rien, et on dit précisément ça parce que c'est le contraire qui est vrai. Il y a énormément de racisme. Moi, je le palpe, c'est comme ça, je suis peut-être un peu paranoïaque, ou j'ai peut-être une sensibilité à fleur de peau, mais je palpe le racisme partout. La manière dont les gens, avec la meilleure volonté du monde, parlent des Africains ou parlent des Noirs, on voit que non seulement ils ne connaissent rien, mais que ça les rebute un peu. Toute cette beauté les rebute. C'est marrant parce que c'est de la beauté. Il ne s'agit pas de parler de choses laides. Et c'est pour ça aussi, pour vous prendre d'autres exemples, qu'on a des téléfilms comme Fatou la Malienne, qui est abominable d'idéologie où on décrit, bon alors c'est vrai que c'est des choses qui existent. Oui, ça existe. Ça existe, mais ça existe dans toutes les familles aussi. Le fait de se faire violer, c'est pas les Africains musulmans, les Maliens musulmans qui ont inventé ça, le fait de violer, et surtout de faire que le film se termine bien grâce à la petite copine blanche qui passe son temps à dire des discours, à te dire des discours justement assimilationnistes.
c'est grotesque, quoi. Si on veut faire un film qui parle vraiment d'une expérience africaine, il faut parler du viol de l'Afrique par l'Occident depuis 3 siècles. Là, il y a eu vraiment viol, vous voyez, au sens métaphorique du terme. Oui, bien sûr. Alors, bien sûr que cette histoire, elle est sans doute fondée sur une histoire vraie, mais l'utiliser comme un drapeau pour parler, alors qu'il y a tellement peu de films sur les Africains et sur les communautés africaines, utiliser juste celui-là, ce film-là, c'est pas un hasard. C'est qu'on veut dire quelque chose de précis. On veut justement dire, vous voyez, les Africains, ils sont un peu sauvages. Vous voyez, heureusement, il faut s'assimiler, il faut que tous les Africains rentrent dans la communauté française, républicaine et laïque, parce que s'ils restent dans leur tradition, c'est ça, on viole les femmes. Bon, alors ça n'arrive pas tous les jours non plus, et qu'il y a beaucoup d'autres choses. C'est comme si on faisait tout un film sur l'excision. Voilà, c'est une manière de parler de l'Afrique qui est toujours idéologiquement très dirigée. On peut parler de tout, rien n'est inventé, ça existe aussi, tout existe, l'excision existe, le viol existe. Mais si on veut parler d'Afrique et donner une vision plus générale de l'Afrique, c'est pour ça que moi je dis c'est le contraire dans mon livre. Moi je donne une vision singulière de l'Afrique, mais elle est positive. Pas de l'Afrique d'ailleurs, d'une africaine. Mais elle est positive parce que moi j'ai vécu de manière positive. Mais c'est un roman, c'est pas vrai. Et dans ce roman, il y a très peu d'idéologie. Le seul discours quasiment idéologique que j'ai, c'est quand ce type se met à faire tout un discours contre la colonisation, où il est très violent contre les Blancs, ce qui a d'ailleurs été très très mal pris par les Français, par les journalistes qui ont lu ce livre. Mais c'est de l'anti-idéologie au sens où il prend tous les clichés, il les renverse complètement, il les détruit complètement. Mais là, dans un film comme ça à la télévision, il y a énormément d'idéologie latente qui est il faut s'assimiler, il faut s'intégrer. Ils prennent 3 copines comme par hasard, il y a une blanche, une arabe et une noire. Vous voyez, donc hop, c'est vraiment, il y a une volonté de montrer, vous voyez, c'est mieux l'intégration que de rester dans les coutumes et dans les traditions. Donc le système, il reste pour l'instant réduit aux clichés. Il reste et il peut pas être autrement. Je suis navré de ne pas vous amener un petit peu d'espoir pour votre propre histoire de couple personnel, mais moi je suis très pessimiste. Et si vous avez des enfants avec votre copain, ou si vous mariez avec un blanc et que vous avez des enfants plus tard, il faudra savoir que ça ne va pas être facile pour les enfants. Ce sera pareil pour nous si on a des enfants. C'est facile pour personne. Mais moi, si vous voulez, ça ne m'étonne pas au sens où, étant juif, je sais ce que c'est que d'avoir des problèmes avec la communauté française. Allô? Excusez-moi. Ouais. Ouais, écoute, je suis toujours en interview, hein, j'ai pas fini encore. Ouais. Tu veux bien me rappeler bonsoir ou bon après-midi. Oui, et par rapport à cette question de métissage, justement, est-ce que ça vous a donné matière à réfléchir? Est-ce que pour vous c'est un choix? Le fait d'avoir des enfants oui, métis. Comment est-ce que vous le concevez? Ça change rien pour moi, c'est mes enfants. Si on a des enfants, je souhaite que leur mère leur apporte aussi tout ce qu'il y a d'Afrique en elle, c'est-à-dire qu'elle leur parle en sango, qu'ils connaissent la nourriture africaine, qu'ils seront autant les enfants de leur mère que les enfants de leur père. Donc moi je leur apporterai tout ce que j'ai moi de culture juive, de culture française, de toutes ces choses-là, et je veux que ma femme leur apporte tout ce qui est africain. Je veux vraiment qu'ils puissent dire j'ai une mère africaine, j'ai un père français, juif français, donc ce qui n'est pas n'importe quel type de français, et je veux que les deux se mélangent en eux, c'est ça le vrai métissage. Et pour moi, mes enfants ne seront pas fiers d'être français, parce que moi je ne suis pas fier d'être. Je veux dire, ils n'auront pas cette idée-là, parce que chez moi ça n'existe pas. Moi, les Français, pour moi, c'est un peuple avec beaucoup de défauts, c'est ma nationalité, je suis né ici, et je suis aussi français que le premier connard breton venu, et je n'ai pas de complexe par rapport à ça. Mais ce ne seront pas des gens qui seront un peu comme souvent chez les Antillais, qui seront fiers d'avoir la carte d'identité française. Moi, je n'ai pas été élevé comme ça, et je n'élèverai pas mes enfants comme ça. Ils seront fiers d'avoir un père juif d'origine polonaise, avec tout ce que vous avez dit, toute l'histoire du peuple hébreu qui se transmettra jusqu'à eux, et une mère africaine avec toute l'histoire de l'Afrique et toute la culture africaine en eux. Ça, ils pourront en être fiers, parce que ce sera des choses positives qu'on leur apportera. Donc pour vous, la double culture, ça va être quelque chose pour eux de bénéfique? Toujours, bien sûr. Moi je l'ai connu, parce que moi j'ai une double culture française et juive, ashkénaze, polonaise. Donc bien sûr, c'est très positif, au contraire. Mais c'est une richesse en plus, c'est comme d'avoir deux Ferrari au lieu d'avoir une seule 2 chevaux, ou d'avoir une seule. Vous voulez, d'avoir à la fois une Ferrari et une Lamborghini, c'est toujours mieux que d'avoir simplement une Porsche. C'est tout bénéfice, voilà, exactement. Ils ont deux cultures, à avoir une. Pourquoi ce serait mauvais? Donc pour vous, le fait d'avoir épousé votre homme, c'est quelque chose, ça serait dans une logique où vous n'avez pas eu à réfléchir comment les gens vont prendre ça? Non.
Non, surtout pas, et je ne pouvais pas le deviner avant, je ne savais pas que je me marierais avec une africaine. Oui. C'est pas idéologique du tout chez moi, je suis le type le moins idéologique au monde. J'aurais rencontré une chinoise, je serais tombé amoureux de cette chinoise, ben j'aurais épousé cette chinoise, et pareil, j'aurais vécu avec les chinois, j'aurais appris le chinois comme maintenant j'apprends le sango. C'est mon destin, c'est tout, je rencontre quelque chose m'arrive dans ma vie, je l'accueille. Et je l'accueille en tant que tel, je ne l'accueille pas pour le transformer en ce que moi je pense d'abord. C'est donc l'inverse de l'assimilation, je ne l'assimile pas. Je ne l'intègre pas, je l'accueille vraiment. Et tout ce que je vis depuis que je vis, je l'ai accueilli. Et moi, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais quel est mon corps. Et je suis très sûr de ce que je suis au départ. Mais c'est moi, c'est pas ma nationalité, c'est pas moi, c'est pas les autres Français, c'est pas les autres êtres humains, c'est juste moi. Parce que j'ai une histoire, comme n'importe quel être humain, j'ai des souvenirs d'enfant, j'ai une vie très présente en moi, mais c'est ma vie à moi. C'est pas, personne ne va me dire tu dois vivre comme moi ou tu dois être comme moi. Voilà. Les discours communautaires, les discours collectifs, pour moi, sont abominables. Donc de même que je n'impose à personne ma manière de vivre, c'est pour ça que je suis écrivain et que je ne suis pas homme politique ou que je ne suis pas militant antiraciste, de même, personne ne doit imposer sa manière de voir. Donc vous définissez avant tout en tant que personne, vous ne définissez pas comme appartenant à quelque chose. Et donc mon histoire d'amour et de mariage avec ma femme africaine, c'est mon histoire à moi. Je ne peux pas l'imposer, je ne peux même pas vous dire, vous donner des conseils à vous. Je suis très pessimiste, voilà, je vous dis malheureusement, moi je suis assez pessimiste, mais c'est parce que j'ai observé le racisme, je sais chose, mais je ne peux pas vous dire prenez exemple sur moi ou prenez exemple sur quelqu'un d'autre. C'est pour ça que vous êtes très courageuse à nouveau, en effet, vous-même, de ne pas de savoir résister aux réticences de votre famille, parce que de toute façon un être humain il doit se construire lui-même. Une fois qu'on a eu notre éducation, une fois que nos parents nous ont légué ce qu'ils devaient nous léguer, après on doit faire nos choix nous-mêmes, sinon on n'est pas des êtres libres. C'est pas facile, c'est compliqué, mais et c'est vrai aussi de la part du français, de la part si sa famille a des réticences, s'il est bon, c'est plus rare quoi que du côté des blancs, on ne prenne pas le parti des blancs. Quoi. C'est assez rare. Et quelle est votre définition en fait de l'être humain? Est-ce que vous vous définissez par rapport aux races, par rapport Non, je vais vous donner ma définition de l'être humain, c'est une définition qu'on trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'est lorsque le Dieu de la Bible, après le déluge, lâche comme un cri de mépris et comme écœuré, comme si Dieu pouvait être écœuré de sa propre création et de ses propres créatures, et il dit le cœur de l'homme est mauvais dès la naissance. Donc voilà la vision que j'ai de l'être humain. Pour moi, l'être humain, c'est les barbares, tous, depuis toujours. Particulièrement en ce dernier siècle qui vient de s'écouler au XXe siècle, où les plus barbares et les plus sauvages et les plus animaux et bestiaux ont été ceux qui se prenaient pour les rois du monde, à savoir les Occidentaux, les Allemands, les nazis, ils adoraient Mozart, ils écoutaient la grande musique, ils se sont comportés comme des chiens, les Blancs qui ont colonisé l'Afrique et qui se sont comportés eux aussi comme des chiens avec les Africains, et donc l'Occident. Voilà, donc les plus barbares, je dis, les plus bestiaux, c'est ce que l'Occident fait au reste du monde. Alors, c'est assez aussi dans les questions actuelles de Ben Laden et tout ça, où on en parle un peu, mais avec la différence que comme moi, je considère que c'est vraiment tous les êtres humains qui sont comme ça, j'ai pas plus d'estime pour les talibans que pour les Occidentaux ou pour les Américains. Il y a des bêtes d'un côté et des bêtes de l'autre, voilà. C'est bestialité d'un côté, bestialité de l'autre. Voilà. Donc, vous n'êtes pas très optimiste. Non, je suis très pessimiste, mais c'est ma formation biblique, quoi. Mais je suis très optimiste pour moi. Voilà, pour moi, pour ma femme et pour ma propre vie. C'est-à-dire que moi, je considère que je ne suis pas une bête. Je fais des livres, je fais des choses, je suis méchant avec personne, je n'insulte personne. Moi, j'ai des coutumes françaises de politesse, de courtoisie, de choses dont je suis très content, dont je suis très fier. Parce que on m'a bien éduqué, mes parents m'ont donné une bonne éducation. Alors ça, j'en suis très content. Mais c'est moi. Je ne crois pas que tout le monde est comme moi et je ne crois pas que tout le monde partage sur toutes ces valeurs-là. Voilà. Mes valeurs à moi me sont propres. Voilà. Je n'essaie pas de les imposer parce que on ne peut pas imposer à des gens qui ont en eux la cruauté, la méchanceté, le fait de... Je ne fais pas d'évangélisation, si vous voulez. Voilà. Je n'essaie pas d'évangéliser les autres êtres humains. Je m'en méfie, je fais attention à ce qu'ils ne me fassent pas de mal à moi. S'ils essayent de m'attaquer, s'ils font du mal à moi ou aux êtres qui me sont chers, à ma femme ou à ma famille, je me défends, c'est tout. Mais c'est vrai que ça vient aussi de mon histoire particulière. Je vous redis encore une fois, j'appartiens à une famille qui a été persécutée il y a à peine 30 ans, 40 ans. Donc ça donne une vision du monde plutôt pessimiste, c'est un peu logique. Mais elle me semble assez juste en même temps. Non, je suis très, très pessimiste et en même temps c'est pas grave. Chacun doit vivre pour soi, on ne vit pas en pensant que tout le pays va changer, va vous acclamer. Je suis pas Zidane, je cherche pas les applaudissements de tout un peuple. Voilà.
Ah, vous avez largement de quoi faire 20 articles. Hein. Il y en a oui, trop, il va falloir couper. J'ai des sujets que je pourrais utiliser pour d'autres sujets. Vous voyez, c'est pour ça que je prends tout en caméra, parce qu'après on ne se rappelle plus. Et comme on est toujours plus bavard que ce dont on a besoin pour un seul article. Ah bah c'est bien, justement. Pour un journaliste, c'est bénéfique quand on rencontre des personnes bavardes. Ouais. C'est tout un souci quand les personnes n'arrivent pas à parler. Là, c'est quelque chose. Ça vous arrive aussi? Pour l'instant, ça va. Ça n'est pas encore arrivé. Ah si, ça m'est arrivé une fois, je suis partie en reportage et il y a une personne en vrai tombe. Ah bon? Oui. C'est quoi, un écrivain? Non, c'était un commerçant. J'étais partie faire un reportage rue Montorgueil parce qu'ils avaient fait une opération où ils essayaient de faire connaître l'euro avant l'échéance prévue. Donc j'étais allée interviewer la personne, essayer de comprendre comment ils avaient organisé ça et personne. Mais en même temps, c'était sûrement dans son caractère parce que c'était une personne très ouverte et tout ça. Donc c'était un peu, je l'ai tiré vers le nez carrément. C'était un peu pénible. Mais ah oui, ça arrive. Ça arrive. Et vous travaillez pour quel... vous êtes indépendant, c'est ça? Oui, je suis indépendante, mais là je travaille entre autres pour un magazine, là, qu'on dira, qui a quoi? Qui a 6 mois d'existence. Comment? C'est Miss Eben. Mais, tu connais ça, Miss Eben? Non. C'est très récent. Hein, c'est un mensuel? Oui. Je connais Diva, c'est ça? Et c'est un peu le même genre? C'est un peu le même genre, sauf que le public c'est plutôt 18, 25, par là. C'est assez léger. Je me demande si j'ai déjà vu en kiosque ou pas. Ah oui, je regarderai. Et puis là, je dois collaborer aussi à un nouveau magazine dont le numéro va apparaître, le premier numéro apparaît demain. Oui. C'est Dynamique Sud, ça s'appelle. Dynamique Sud? Oui. Alors, le projet, en fait, c'était de parler de la France noire. Dans le sens où essayer de savoir ce que font les Noirs en France, leurs entreprises, essayer de faire connaître la culture autant aux Blancs qu'aux Noirs. Dynamique Sud, c'est un magazine qui est consacré à la communauté noire? Oui. Et le premier numéro sort demain. Et c'est un ancien journaliste de l'agence Reuters qui a créé ça, avec une équipe rédactionnelle moitié blanche. Ah oui, d'accord. Donc normalement là cette interview apparaîtra peut-être dedans parce qu'il doit faire un dossier de 12 pages pour le mois de février sur l'économie. Ah oui. Donc ça apparaîtra peut-être là ou dans un autre magazine, je ne sais pas encore. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a peu de choses sur les couples mixtes. Dans le journal du dimanche, là, il y a un mois, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont fait toute leur dernière page du supplément Paris sur ce livre de photos qui est paru sur l'image des Noirs en France, depuis Joséphine Baker, tout ça, les Jeux Olympiques, tout ça. Vous avez vu ça ou pas? Non. Un bouquin de photos, un bouquin assez cher, comme un livre d'art, mais qui s'appelait Être noir en France, quelque chose comme ça, avec toutes les vieilles affiches du temps de la colonisation, avec le noir banania et tout ça. Et jusqu'à maintenant, vous voyez, ils ont montré comme toute l'évolution, si on peut dire, de la manière dont les Français se représentent les Noirs. Donc c'est un livre de photos, moi il m'avait demandé un petit texte à propos de ce petit dossier-là. Mais il n'y a pas grand-chose quand même. Moi je voudrais faire un documentaire vidéo et tout ça, mais c'est très compliqué pour le... Sur les couples mixtes? Non, aussi sur les couples mixtes, mais sur les Africains surtout, sur les Centrafricains. Bon, en l'occurrence, c'est ceux que je connais mieux et c'est ceux que je pourrais filmer le plus tranquillement. Mais où je parlerai aussi, on a des amis, Joseph et Isabelle, on a un ami de couple mixte aussi. On ne les connaît pas depuis très longtemps, mais aussi j'aimerais beaucoup les interroger aussi. Là c'est l'inverse, c'est elle qui est blanche, c'est lui qui est africain, donc là ça m'intéresserait aussi de savoir comment ils vivent. Et eux ils ont 2 enfants, mais ils le vivent bien, apparemment, bon, on ne sait jamais ce qui se passe dans les couples, mais apparemment ils le vivent très bien aussi parce qu'elle a épousé aussi beaucoup la culture centrafricaine. Elle s'est intéressée à la langue, donc un peu comme moi, ce que je fais de mon côté, elle a déjà été là-bas, elle a été à Bangui, vous voyez, vraiment il n'y a pas eu de réticence de sa part. Alors, en général ça se passe mieux dans les couples, c'est quand même important ça. Mais moi ce que j'ai observé c'est qu'avant c'était plutôt les hommes noirs qui se mariaient avec les femmes blanches. Écoutez, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas fait de sondage, je ne sais pas. C'est ça qui était qu'on voyait plus souvent. Et c'est plus accepté lorsque c'est l'homme noir qui épouse une femme noire, enfin du côté des noirs. Pour les noirs, c'est plus accepté quand l'homme épouse une femme blanche. Oui. Oui, ça c'est un peu universel. Chacun préfère, oui. Ça ne dérange pas qu'on épouse la femme de l'autre, mais oui, c'est un peu... Mais de plus en plus
ce que j'observe maintenant, c'est plutôt des femmes noires avec des hommes blancs. Ça, c'est ce que Et j'observe. ça, c'est nouveau pour vous? Ben, avant, je n'en voyais pas tant que ça. Ah bon? Et ce qui est d'autant plus nouveau, c'est qu'on voit des jeunes. Parce qu'avant, c'était plutôt. Ouais. Ben oui, ça, heureusement quand même qu'on commence à en voir un peu. jeunes. La population française est beaucoup plus mixte aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. Moi, qui ne suis pas très vieux, j'ai 38 ans, mais quand je me rappelle quand j'étais petit à l'école, quand j'avais 7, 6, 8 ans, il y avait, je me souviens, une fille noire dans toute ma classe. Aujourd'hui, je vois mon neveu à l'école et tout ça, il y a beaucoup plus de noirs, de chinois, bon, il y a des mouvements d'immigration depuis 20 ans, heureusement. Donc les mômes quand même se fréquentent depuis la maternelle, donc heureusement qu'il y a un peu plus de couples mixtes, espérons qu'il y en aura plus des couples mixtes. Mais c'est pas pour ça que ça va changer grand chose sur les réflexes racistes des gens, hein, dans les familles, dans les têtes. Hein. Mais c'est vrai qu'il semblerait qu'il y en a un peu plus. Nous, depuis qu'on est dans le 20e, on a l'impression de voir que des couples mixtes. Mais alors, est-ce que c'est parce que quand vous-même vous êtes un couple mixte, vous en voyez plus que les autres, parce que voilà. Je confirme. Voilà, vous voyez, Non, mais enfin, moi personnellement, bon, je peux pas mentir parce que j'ai toujours été attirée par les hommes blancs. Donc c'est sûr que des couples mixtes, je les voyais plus facilement. Vous avez beaucoup de copines ou de copains qui ont des couples mixtes aussi, comme vous? Bah, dans mon entourage, j'en connais pas mal hein, quand même. Hein. Parmi vos copines Parmi mes propres africaines copines à moi, je connais un seul couple mixte en fait. C'est une fille haïtienne qui avec un français. Mais sinon, la plupart, comme je fréquente beaucoup le milieu antillais, déjà ils sont très, comment dire, sectaires entre Guadeloupe, Martinique, ils font des différences. Ah bon? Déjà, oui. Ah bon? Non, les gars. Les Antillais, déjà si tu es de la Guadeloupe et que tu es de Martinique, déjà ça se passe mal. Hein. Ils sont presque racistes entre les sectaires. Et donc. Avec les Africains, ça se passe mal aussi entre les Africains antillais. Les Africains antillais, c'est. Ah oui, ça se passe très mal. Mais c'était bizarre parce que moi je connaissais pas du tout ce problème parce que je me suis retrouvée avec des Antillais, donc j'étais avec eux et puis on s'entendait plutôt bien et j'entendais dire qu'en fait c'est pas ça qui se passe habituellement parce que mais il y a un problème en fait parce qu'il y a des Antillais qui se considèrent plus blancs que les Noirs. C'est compliqué. Le problème de la nationalité, bon, eux ils ont la carte d'identité française en naissant. Aujourd'hui on fait tellement de difficultés aux Africains pour avoir les papiers, donc ça crée des trucs. Et il y a quelque chose que moi j'ai appris, qu'ont appris nos amis centrafricains, enfin les gens de ma belle famille, c'est qu'ils font un reproche, ils ont un complexe vis-à-vis des Africains, c'est qu'ils reprochent aux Africains d'aujourd'hui que leurs ancêtres les aient vendus aux Blancs. Ce qui est un peu vrai, ce qui n'est pas l'essentiel d'esclavage, et que c'est vrai qu'il y a eu certains rois ou certains des rois locaux qui trafiquaient aussi, qui faisaient de l'esclavage et qui trafiquaient et qui fournissaient de la main-d'œuvre d'ethnies ennemies ou différentes d'eux aux Blancs. Et c'est 1 pour 1000 par rapport à l'énorme industrialisation de l'esclavage qu'ont organisé les Blancs. C'est pas l'essentiel de l'organisation de l'esclavage. Mais c'est vrai que c'est pas faux historiquement. C'est-à-dire, il y a eu aussi des sortes de. Comme il y a eu des collabos en France, si vous voulez, pendant la guerre. Donc il y a eu une collaboration entre certaines ethnies africaines ou certains rois africains de certaines tribus à certains endroits, pas partout, qui ont fourni des esclaves aux Blancs parce qu'ils échangeaient du. Mais c'est rien. C'est une question identitaire en fait. Alors c'est une question identitaire. Alors ils leur reprochent aujourd'hui parce que au lieu de s'en prendre aux Blancs qui leur ont fait du mal aux deux peuples, ça se transforme en conflit entre les Antillais et les Africains, ce qui est ridicule. Au lieu de combattre les mêmes ennemis, ils se reprochent. Et puis surtout, on ne peut pas reprocher aux gens qui sont nés aujourd'hui en Afrique de ce qui s'est passé il y a 3 siècles. Et surtout, les vrais, ceux qui ont vraiment dévasté l'Afrique, c'est les Blancs en Afrique. C'est pas les petites collaborations locales qui existent dans toutes les guerres et dans tous les conflits, où il y a toujours des gens qui collaborent avec l'ennemi. Donc ça existe partout, mais alors bizarrement ça se passe très mal. Mais c'est plus, c'est-à-dire les Antillais, moi c'est ce que j'ai pu comprendre, hein, c'est pas une vraie expérience vécue parce que je suis un peu d'Antillais, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, les Antillais sortent la carte d'identité comme une supériorité, mais en réalité ils font un complexe d'infériorité. C'est-à-dire que eux se sentent... enfants d'esclaves déjà. Voilà, exactement. Et ça chez les Africains c'est très, tu vois, hein, chez les Africains c'est très patent, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils sont esclaves et qu'ils ont donc cette... alors que... l'Africain, il est libre, quoi. L'Africain d'aujourd'hui, bon. Mais en même temps, ce qui est difficile du côté des Noirs, c'est qu'il n'y a pas une identité par rapport à la race, il y a une identité par rapport à l'origine, l'ethnie d'où on vient. Par exemple, chez moi, comme je vous disais, l'ethnie d'où je viens, ils sont très conservateurs, c'est une ethnie qui revendique beaucoup. C'est marrant. Donc les gens se définissent par rapport à l'ethnie. Par exemple, moi, quand je vivais au pays, ou bien quand j'étais ici, quand on me demandait d'où je venais, je ne donnais pas le pays, je donnais
d'ethnie. Ah oui. J'étais originaire. Donc on se définissait. Quand d'autres Africains vous demandent. Oui, on se dit. D'autres Aérois ou d'autres Africains d'autres pays africains? Surtout d'autres Aérois. Mais en même temps, il n'y a pas une identité où on se sent Aérois. On se sent avant tout Kasaïen, on se sent avant tout originaire du Congo et originaire des ethnies. C'est pas une identité, je suis africain, je suis Aérois. C'est vrai que l'Afrique en soi, les pays africains, c'est des inventions des colonialismes. Les frontières du Zaïre ou les frontières de la Centrafrique, ça n'existait pas. Donc c'est un peu pareil pour la femme, il y a les bandas, les bayas, mais c'est quand même plus, il y a moins, il me semble, il n'y a pas tellement de conflits ou entre les différentes ethnies. Parce que la Centrafrique a une histoire un peu particulière où ça a été, comment dire, il y a eu quelque chose de plus collectif grâce à la langue justement, il y a eu le sango. Donc c'est un des rares pays où il y a une langue qui n'est pas le français, qui est quand même une langue, la langue de tout le pays. Chez moi, c'est pas du tout comme ça. Je sais, oui, c'est très rare. Il y a des dialectes en plus. Voilà, c'est compliqué. Et vous parlez la langue de vos parents? Oui. C'est bien. Comment ça s'appelle? Chiluba. Chiluba. Oui. Ah, c'est bien. Vous parlez couramment? Je dirais pas ça. Je comprends. Et quand je vivais, parce que j'ai vécu 13 ans quand même. Ah oui. Je suis née ici, mais mes parents sont retournés au pays quand j'étais bébé, donc j'ai. Et où ça, à Kinshasa? Non, à Lubumbashi, c'était en province. J'ai jamais vécu à Kinshasa. J'ai été à Kinshasa. La seule fois où j'ai été à Kinshasa, c'était en escale pour revenir en France. Donc je ne parle pas lingala. Ah oui, je comprends, ce qui fait qu'on ne peut pas me critiquer en lingala. mais la langue de la région de mes parents, je la parle un tout petit peu. J'ai un peu perdu, beaucoup même. Aussi parce que les grands-parents, ils avaient plutôt tendance, même si on habitait une région où on parlait de foyer, ils avaient plutôt tendance à me demander de parler dans la langue de chez eux. C'était assez c'est un peuple qui est, c'est une tribu où ils sont assez fiers. C'est bien ça. Donc ils essaient de perpétuer un peu la tradition, mais le problème c'est qu'en France, quand on est à l'école, on parle français. On a la maison, donc on perd beaucoup quoi. On perd beaucoup. Donc je parle le Chiluba, le Swahili, je comprends le Lingala. Ah c'est bien, hein, trois langues africaines, que c'est français, par l'école, vous parlez l'anglais. Anglais, allemand un tout petit peu, mais c'est pas évident. Vous avez fait allemand en seconde langue? Oui. Moi aussi j'ai tout oublié. Ah ouais, non mais l'allemand c'est pas évident comme langue. J'en ai pas trop l'occasion de pratiquer, donc ça me perd. Et puis une langue en général qu'on pratique pas pendant longtemps. Ça revient après, si on se remet, c'est plus facile que pour une première fois. Non mais ça n'a pas cette facilité, parce qu'en anglais, n'importe qui peut se débrouiller en anglais. Du moment qu'il connaît quelques petits mots. Si tu as été bon à l'école, oui, ça dépend, il y a des gens qui sont mauvais. Mais l'allemand, c'est pas évident. Oui, l'allemand c'est plus compliqué. Moi je tiens beaucoup si on a des enfants que leur mère leur parle en sango exclusivement, au début en tout cas, parce qu'ils l'apprendront pas à l'école. Donc français, un enfant né en France, il parle français, il n'y a pas de problème. Donc ça, le français, il n'y aura pas de problème. Donc moi je préfère qu'on mette l'accent sur le sango en l'occurrence, parce que ça sera plus fragile quoi, parce que évidemment s'ils ne parlent pas longuement ils l'oublieront. Et vous apprenez vous? Moi j'essaye d'apprendre un peu, oui. J'ai beaucoup de boulot par ailleurs, mais je prends mes petits cours de sango que j'ai trouvé sur internet, direz-vous. Oui. Ouais. Parce que c'était très drôle dans le livre par rapport à la prononciation. Ah oui. Ils prononçaient d'une manière et c'était pas le même son. Quand ils essayent de dire non, ça m'est arrivé, on était avec des copines de ma femme et puis elle me dit alors qu'est-ce que tu te rappelles? Avec maman dit alors qu'est-ce que tu as appris comme mot en sango? Je dis je sais dire non. Elle m'a dit comment on dit? Je dis 1-1. Elle dit 1-1, c'est pas ça du tout. Alors, 3 fois ils m'ont fait refaire, j'arrivais toujours pas à le dire. Alors donc ça c'était drôle, donc je l'ai mis dans le livre. Non, il y a beaucoup de choses, beaucoup de petites anecdotes vécues comme ça dans le livre. Bon, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, c'était très intéressant. Merci. C'est par où le week-end? Parce que j'ai promis à mon ami de lui faire dédicace. Il a été très content quand je lui ai dit que j'avais une interview, il a dit c'est à la fois pas facile, en même temps moi je trouve que c'est sympa d'être un couple mixte parce que c'est tellement rafraîchissant par rapport à tous les couples habituels. Faut pas non plus voir que le côté des difficultés, tout ça, bon elles sont là. Mais moi franchement je trouve qu'il y a tellement plus de choses positives et de choses agréables que de fréquenter quelqu'un qui a une culture différente, que c'est bien quoi. Mais moi ce qui m'a toujours attiré en fait c'est la différence. C'est surtout les gens qui sont originaires de chez moi, je les connais et tout ça, donc ça m'attirait pas. Plutôt à
l'extrême, quoi. Et moi, c'est pareil. J'ai jamais été attiré par les gens de ma propre culture. Enfin, pas les femmes de ma propre culture. J'ai toujours aimé être avec des étrangères et tout ça. Ça, c'est marrant. Oui, il y a quand même aussi quand même ce... Prédestination. Oui, voilà, ce fond-là. Voilà. C'est-à-dire être attiré par... préférer être quelqu'un qui n'est pas de mon pays que quelqu'un qui est de mon pays. Voilà. Même plus jeune à l'école, je veux dire, j'étais souvent avec des filles d'origine Maghreb, Asie, mais jamais les gens de chez moi. Même dans les gens que je côtoie, il y a très très peu de Zaïrois. Et parmi vos copains ou vos copines de votre âge, donc, qui viennent de la même ethnie que vous, ou Zaïrois plus généralement, elles restent plus entre Zaïroises ou entre Zaïrois? Oui. Donc ça, c'est propre à vous? Ça, c'est très... ça, c'est un truc spécifique. Ils se mélangent pas. Parce qu'ils ont des coutumes, des choses... C'est un peu comme les Juifs, pour donner un exemple. Donc il y a beaucoup de Zaïrois en France, une grande communauté en France. Oui. Donc vraiment, il y a tout. Et la musique, c'est le Zaïre. Bon, et donc, en fait, ils restent entre eux parce que déjà, par rapport aux parents, parce que les parents sont très traditionnalistes, mais c'est venu aussi au fait que c'est une tribu qui est très persécutée. La vôtre, votre tribu à vous? Oui. Par les autres ethnies? Oui, parce que par exemple, dans la région où j'habite avec mes parents, qui est le Katanga, oui, bien sûr, oui. Et donc là-bas, ceux qui tiennent les commerces, même dans les postes les plus élevés, les choses comme ça, sont ceux qui sont originaires de chez moi, je dirais. Et donc il y a une certaine jalousie qui mais vous savez, c'est un peu la même chose qu'il y a avec, on a des amis camerounais avec les Bamileke au Cameroun. C'est comme un Camerounais que je connaissais d'ailleurs bien avant de connaître Viviane, c'est Raoul et Gisèle. Et qui racontait, il disait, nous, notre ethnie, justement, on occupe un peu les postes, soit des postes intellectuels, ou traditionnellement, ou commerciaux, et on est quasiment comme les Juifs du Cameroun, c'est-à-dire que les gens nous jalousent parce qu'on a des postes parce qu'on a... Les autres des ethnies nous jalousent. Vous voyez, c'est un peu... ça, ce sont les Juifs du Zaïre. Et on les appelle comme ça? Oui, on les appelle comme ça. Ah, c'est marrant, tu vois. Parce que dès qu'il y a un problème, par exemple, quand au Katanga, c'est la région où il y a beaucoup de minerais, des choses comme ça. Et dès qu'il y a un problème... c'est leur faute. C'est leur faute, c'est eux qui piquent les postes. Donc ils ont une certaine tendance à leur dire il faut que vous retourniez chez vous. Ils ont organisé même pendant un temps des convois où on les faisait retourner chez eux. Alors qu'il y avait des familles. Après ça, c'était après la décolonisation? Oui, parce que c'était dans les derniers temps où beaucoup de vivaient encore. Donc il y avait des convois qui étaient organisés pour les faire retourner un vrai racisme. Même si ça faisait des décennies que ces personnes vivaient là, que pratiquement originaires de là-bas. Vous voyez, c'est la deuxième fois que j'entends ça. La seule fois que j'avais entendu ça, c'était à propos des Bamileke au Cameroun, parce que c'est un Camerounais. C'est bizarre, c'est incroyable. Vous voyez, comme quoi, il n'y a pas de quoi être optimiste sur les êtres humains, parce que même entre Africains, il y a des phénomènes de racisme comme ça. Ce qui fait qu'à cause de ça, les parents, ils ont plutôt tendance à vouloir que les gens restent entre eux parce que les autres peuples les jalousent, les autres tribus les jalousent. C'est un peu compréhensible. Et en général, c'est toujours, en effet, on jalouse toujours quelqu'un qu'on considère comme supérieur. Voilà. Donc c'est pareil, c'est pour ça que j'ai dit ça par rapport aux Blancs et aux Noirs. Si les Blancs détestent tellement les Noirs, c'est pas parce qu'ils les considèrent comme inférieurs. Ils disent qu'ils sont inférieurs, ou ils ont dit longtemps qu'ils étaient inférieurs, mais c'est le contraire. D'où le discours du type là qui dit voilà la colonisation, je vais vous expliquer pourquoi, c'est parce qu'ils sont jaloux, ils ont vu les Noirs, ils sont arrivés, c'est les Portugais, les tout premiers colons, et ça se passait très bien en Europe, ils devaient faire un voyage un peu épouvantable, c'était des barbares, et puis ils voient des types comme ça qui sont bien dans leur peau et tout ça, et immédiatement ils le prennent mal. Donc, vous voyez, c'est comme ça, c'est universel. C'est bien, c'est parce que c'est vrai qu'on n'en connaît pas beaucoup des autres couples de vie. Donc ça fait plaisir quand ça se passe bien. Alors, je mets pour vous deux alors. Oui. Pour Olivier, ça fait. Olivier, je vais passer la femme d'avant, c'est pas grave. Vous pouvez mettre pour Jacqueline et Olivier. Non, mettez surtout pas Jacqueline. Ah bon, parce que... Alors c'est quoi votre Alors mon prénom c'est Toumba. N apostrophe? Non, surtout pas. T T-U-M-B-A. Toumba et Olivier. Voilà. Il a dû se reconnaître dans l'Olivier du livre, alors peut-être non. C'est mon frère qui s'appelle Olivier, j'ai deux. Pour Toumba et Olivier. Il s'est beaucoup reconnu dans plusieurs choses. Et c'est un bouquin qui m'a beaucoup touché, même si il trouvait que c'était dommage parce qu'il y a ce petit côté un peu érotique. Mais il écrit aussi. Ah bon, il écrivait aussi? Oui. Qu'est-ce qu'il écrit? Et il a publié un livre en fait parce que lui il était très fasciné par la culture orientale, enfin, c'est vraiment oui, l'Inde et tout ça. Donc, puis c'est quelqu'un qui a fait une recherche assez approfondie de tout ce qui
côté spiritualité. Donc il a écrit son premier livre, c'était sur ça. Oui. Et il a été publié d'ailleurs en 99. Mais c'est un livre, c'est un essai. C'est un roman. Non, c'est un essai. Un essai. Ou plutôt un recueil de poésie. Ah, un recueil de poésie, ah oui, d'accord. Ouais. C'est différent. Et puis aux éditions Altes. Et donc là, il travaille sur un bouquin, sur les femmes. C'est sur les femmes? Oui. Les femmes de tous les pays ou sur les africaines? Non, mais sur son expérience à lui, je peux pas vous dire. Ah, c'est autobiographique. Je peux pas vous dire ce que c'est, si c'est un roman ou pas, parce qu'il travaille, mais... il vous montre pas en général ce sur quoi il travaille? Oui, il m'a lu certains passages que j'ai trouvé pas mal d'ailleurs. Et il me disait, tiens, ça serait intéressant si je pouvais faire partager mes écrits avec un écrivain pour qu'il me dise ce qu'il en pense lui, etc. Bah, écoutez, on se rencontrera, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, voilà. Ouais. Il a quel âge? 29. 29. Ouais. Ah oui, déjà, et vous avez quel âge? 25. 25, ah oui. Moi, je vais sur mes 26 en janvier. Ah oui, c'est marrant. Et par ailleurs, pour gagner sa vie, il fait quoi? Mais il travaille au service communication, il est attaché de tout ce qui est événementiel à l'association RAID. Ah, aide contre le sida? Ah oui, d'accord, c'est bien. Et il est salarié pour ça? Oui, non, mais il n'est pas bénévole, hein. Il travaille au service communication, donc il charge de l'événementiel, tout ce qui est communication, les conférences de presse, tout ce qui organise d'autres encore. C'est pas lui qui avait organisé la grosse capote sur la Concorde, non? Ça c'est Act Up, c'est autre chose. Non, ils s'entendent pas bien avec Act Up après. Disons que Act Up, ils sont assez extrêmes dans leur façon de lutter. C'est efficace, d'un point de vue de la communication, ils sont efficaces. C'est sûr, hein, on entend parler d'eux. Voilà. Mais en même temps, lui, ce qu'il aimerait bien faire, c'est écrire et pouvoir en vivre. Ah oui, c'est très dur. C'est très dur. Mais si vous voulez, on se rencontrera, on ira au restaurant tous les quatre. Je suis sûre que ça lui fera très plaisir. Et puis il pourra vous dire des choses. Et même si vous voulez rencontrer d'autres couples mixtes, on peut organiser un dîner avec Elie et Nadia, il n'y a pas de problème. Ça va être 3 couples mixtes, c'est rigolo. Non, mais plus je suis sûre qu'il pourra vous dire des choses beaucoup plus littéraires que ce que moi j'ai pu vous demander. Parce que moi j'écris pas, j'écris pas de bouquins, donc j'ai pas cette sensibilité d'écrivain qu'il peut avoir. Moi j'écris des articles, c'est autre chose. Mais je suis sûre que ça lui fait agréablement plaisir. Écoutez, pas de problème. Alors, je vous laisse finir votre vidéo. Oui, Fantumba et Olivier. Pardon? Je suis bavarde. Non, c'est bien. C'est le métier de journaliste. C'est bien Oh, pour moi. On connaît pas beaucoup d'autres couples mixtes. Moi, ça m'intéresse toujours de savoir comment ça fonctionne chez les autres parce que, à part Elie et Nadia, on les voit pas très souvent, franchement. Bon, et puis elle est en France depuis très longtemps, les filles de diplomates et tout ça, donc c'est très différent comme truc. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment c'est pour les autres parce que je sais pas. Non, mais je disais, je suis bavarde parce que je regarde l'heure. Ah oui, bah c'est ça. Voilà. Voilà. Ah, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci de vous êtes déplacé parce que c'était un peu loin de chez vous. Aujourd'hui, ça m'arrangeait. Alors là, c'est dehors. Alors, c'est dehors, oui, si vous le voulez maintenant, il y en a pour 40 minutes à graver. Hein, donc, vous avez le temps? Oui. Ah bon, bah alors, très bien. Je vous ai embêté pendant un moment, je peux bien vous attendre 40 minutes. D'accord. Alors, on arrête, dites au revoir à la caméra. Allez, ça ne sera pas de la super image. Voilà, allez. Voilà, on finit la séance. Il y a eu 1h58, 2 heures, vous voyez? Oh là là. On était bavard. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, ouais. Ouais. Allez, j'arrête. C'est là.